Un homme aux cheveux et à la barbe hirsute est sur le point de percuter un camion qui approche, puis ça le frappe. Il y a quelques mois, le même homme nommé Haru était encore rasé de près et travaillait dans un bureau. Il se plaint à son chef qu'en raison du manque d'employés, il ne peut pas suivre le rythme du travail. Le chef lui pose la main sur l'épaule et lui dit, sans se soucier de lui, qu'il doit travailler 2 fois plus. Il se plaint et dit qu'il n'est pas rentré chez lui depuis 3 jours. Mais le chef insiste et le laisse travailler seul. Le matin arrive à 23 h. Haru est toujours dans son bureau dans le noir, l'air hagard. Les lumières s'allument brusquement. Le président de l'entreprise entre. Avec lui, une femme à ses côtés, il essaye d'impressionner. Le président s'étonne qu'un de ses employés soit toujours au bureau. Eri, la maîtresse du président, considérait Haru comme un perdant parce qu'elle était encore au bureau alors que tout le monde était déjà rentré chez lui. Secrètement, Haru veut dire qu'il n'est en poste que depuis que le président a réduit de moitié les effectifs. Eri suggère au président que Haru devrait simplement être licencié car il constitue une perte de salaire s'il est trop incompétent pour rattraper la charge de travail. Le président est d'accord et dit à Haru qu'il n'a pas besoin de revenir demain. Le monde entier de Haru vient de s'effondrer, mais toute l'attention du président est d'impressionner la femme par son esprit de décision. Haru plaide pour ne pas être licencié. Cela met en colère le président, qui affirme n'avoir aucun droit de remettre en question sa décision. Le président s'en va alors en disant à sa maîtresse qu'il lui achètera un sac coûteux avec l'argent qu'il aura économisé en licenciant un employé inutile. Haru se dit que le président essayait juste d'impressionner sa maîtresse et qu'il ne serait peut-être pas licencié. Le lendemain matin, son chef l'informe qu'il vient d'être licencié et qu'il ne peut rien y faire car c'était la décision du président. Plus tard, Haru s'allonge sur le sol de son appartement, se morfondant des journées qu'il a perdues au bureau. Il se sent tellement inutile après avoir été licencié sans arrière-pensée. Au bout d'un moment, son appartement ramasse les ordures. Il vérifie ses économies et constate qu'il n'a plus d'argent. Il est révélé qu'il a maintenant les cheveux longs et les poches sous les yeux. Le lendemain matin, il parcourt les rues pour trouver du travail. Il est entré dans une entreprise, mais celle-ci ne l'a pas embauché. Il entre dans une entreprise après l'autre, mais personne ne veut l'embaucher. Il a perdu tout espoir et ne réagit presque plus à la spirale descendante dans laquelle il se trouve. En arpentant les rues, il croise son ancien chef. Le chef lui dit que l'entreprise est en difficulté depuis son départ et lui demande de faire quelque chose. Haru est surpris et lui dit que ce n'était pas de sa faute s'il n'a pas arrêté de son propre chef. Une portière de voiture s'ouvre, révélant le président. Le chef lui dit que tous les problèmes que connaît l'entreprise sont dus à Haru qui n'a pas remis les choses correctement avant son départ. Le président reconnaît Haru comme l'homme qui était seul au bureau. Il menace de poursuivre l'homme en justice s'il ne revient pas. Haru réplique que c'est lui qui l'a licencié injustement. Cependant, le président lui dit avec un sourire suffisant qu'il n'en a aucune preuve. Il insulte Haru pour être un petit insecte qui est hors de lui et promet même de le travailler jusqu'aux os avec des heures supplémentaires non rémunérées. Haru n'en peut plus et le charge avec l'intention de le frapper. Le président le repousse, le renvoyant hors de la voie piétonne. Haru regarde à ses côtés et voit un camion sur le point de le percuter. Boum, cela le frappe. Haru regrette d'être mort dans le froid de l'asphalte et des cendres entrent en contact avec son bras. Cela l'amène à se réveiller de la douleur, mais cette fois, il a des cheveux blancs et des marques sur tout le corps. Il se demande pourquoi il y a des cendres partout, pour se rendre compte qu'il est au sommet d'une pyramide avec un autel au sommet et que les cendres proviennent des torches entourant l'autel sur lequel il est assis. Un chaman apparaît alors devant lui, le choquant. Le chaman chante une langue qu'il ne comprend pas. Pendant qu'il le fait, les disciples cagoulés prient. Haru se souvient de la façon dont il aurait dû mourir et se rend compte qu'il s'est réincarné dans un autre monde. Une silhouette de monstre géant se dresse derrière lui, le chaman et les disciples s'inclinent. Haru regarde derrière lui et voit le lézard géant qui éclipse même la plateforme sur laquelle il se trouve. Avec le monstre et les religieux qui l'entourent, il se rend compte qu'il est sacrifié. Le monstre ouvre grand la gueule et l'avale. Plus tard, Haru se réveille avec une goutte d'eau qui tombe sur sa joue. Il découvre qu'il se trouve dans un environnement complètement noir et qu'il ne peut rien voir. Il examine son corps et constate qu'il n'a aucune blessure. Alors qu'il tente de comprendre ce qui se passe, une goutte d'eau se pose sur son front. Cela coule dans sa bouche, alors il essaie de le cracher. Il est surpris de savoir que son goût est sucré. Ses oreilles entendent des bruits d'eau tombant dans une flaque d'eau un peu plus loin de son île. Il trouve la flaque d'eau et se demande si son contenu est également sucré. Il lèche et trouve que c'est ainsi. Il essaye alors de comprendre où il se trouve, pour se rendre compte que cela ne sert à rien s'il se réincarne dans un autre monde. Cela le frustre d'avoir tellement de choses dans son esprit qu'il ne peut pas penser clairement, surtout maintenant qu'il a faim.
N'ayant rien à manger, il remplit sa main du doux nectar de la flaque d'eau. Il parie que ce n'est pas un poison et le met dans sa bouche. Au moment où il déglutit, il se rend compte qu'il peut voir un peu clairement dans l'obscurité, suffisamment pour voir une partie du sol. Il se demande si c'est à cause du nectar. Il boit davantage et voit encore plus clair. Cela lui confirme qu'il s'agit bien du nectar. Il boit encore jusqu'à ce que l'intérieur de la bête ne soit plus sombre. En regardant autour de lui, il peut dire qu'il se trouve à l'intérieur de l'estomac et qu'il s'agit d'une immense zone de la taille d'un gymnase. Il touche un mur et le trouve spongieux. Il le frappe et son poing rebondit. Son ventre grogne alors. Il aime boire plus de liquide mais craint que ce ne soit l'acide gastrique du monstre et que cela finisse par éroder sa chair. Il a tellement faim qu'il ne s'en soucie plus et accepte que c'est sa seule nourriture. Pourtant, il pense à des aliments solides à manger. Il entend quelque chose tomber derrière lui et trouve une boule de rosée. Il le touche et constate que cela ressemble à de la gelée. Son estomac grogne à nouveau. Tout ce à quoi il pense, c'est s'il peut le manger. Après mûre réflexion, il s'en fiche et s'en bourre la bouche. Il est surpris de voir à quel point cette île est délicieuse. Il trouve la texture rebondissante comme celle de la viande, mais elle fond dans sa bouche pour laisser échapper des jus semblables à ceux des fruits. Une goutte de rosée en gelée retombe, alors il la mange. Plus tard, il retombe et il le mange à nouveau. Quelques jours plus tard, il en a déjà assez de manger toujours la même chose. Il espère que quelque chose d'autre tombera, seulement pour entendre quelque chose, chute lourde. Il est surpris de voir qu'il s'agit d'une araignée géante. Il voit alors que la créature regarde frénétiquement autour d'elle. Il se rend compte qu'il ne peut pas voir et il a donc la possibilité de s'éloigner lentement en rampant. Pourtant, il ne peut pas détourner le regard de la créature et de sa taille comme une voiture. L'araignée s'échappe de la flaque de nectar. Cela amène l'araignée à pouvoir le repérer. Celui-ci lui saute dessus, alors il s'enfuit le plus vite possible. Peu importe où il va, l'araignée ne cesse de le poursuivre. Finalement, il se retrouve dans une impasse. L'araignée s'approche de lui avec sa gueule pleine de crocs, alors il frappe la créature par instinct de peur pour survivre. Étonnamment, il lui a arraché la tête du corps. Lui-même est choqué. Une autre araignée tombe. Cette fois, Haru s'ennuie juste de son apparence puisque c'est déjà la 50e. Il soupire et se lève pour s'en occuper. La créature boit dans la flaque d'eau, le voit, puis lui saute dessus. Haru évite avec désinvolture sa jambe qui frappe comme si de rien n'était. Il le frappe ensuite, faisant exploser la créature. Il traîne alors son cadavre et le jette sur le tas d'araignées qui constitue déjà une tour de la taille d'une petite maison. Il tend alors la main et des gouttes de rosée tombent sur sa paume. Il pense que sa super force doit être due au fait qu'il en boit toujours. Il le boit à nouveau comme sur des roulettes. Il affirme que la peau de l'araignée est aussi dure que le fer. L'araignée suivante tombe, mais cette fois, il se cache derrière l'un des restes de l'araignée. Il est surpris que l'araignée vivante ait tranché la peau de fer des restes comme du beurre. Il en déduit que ces araignées sont si fortes que même les humains armés d'armes à feu ne devraient pas pouvoir les vaincre. Il réfléchit à la manière dont il pourrait les abattre d'un seul coup de poing. Il essaye de frapper le sol aussi fort qu'il le peut, au point que l'araignée au sommet de son tas de cadavres tombe. Haru est surpris de voir que le sol reste intact, avec seulement une empreinte de son poing pour montrer sa tentative de le détruire. Il est déçu de ne pas avoir au moins fait un petit trou. Une autre araignée apparaît, mais tout ce à quoi il pense, c'est qu'elle ne s'échappera jamais. Il met un autre cadavre dans le tas avec sa 93e défaite contre une araignée. Il craint que si sa pile s'agrandit, il finira par manquer d'espace. Il entend un bruit plus lourd qu'une araignée qui tombe. Il regarde derrière lui et est choqué de voir un crocodile géant. Cette fois, il n'a pas besoin de boire de la rosée pour le poursuivre. Il échappe à sa morsure et il mord la paroi de l'estomac à la place. Sa mâchoire est si forte qu'elle arrache un morceau de chair du mur. Il est impressionné par sa force et réfléchit au moyen d'utiliser le crocodile à son avantage. Il veut élaborer un plan d'évasion, mais n'a pas le temps, car il ne cessera de le poursuivre. Il sait que ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne le rattrape et qu'il ne peut pas l'éliminer d'un seul coup de poing comme celui de l'araignée si elle est assez forte pour mordre facilement à travers le mur. Il se concentre sur l'endroit où il devrait trouver son point le plus faible et décide que ce doit être l'abdomen. Il arrête de courir et fait face à la bête. Le monstre essaie de se jeter sur lui, mais il se glisse dessous pour se placer derrière lui. Il attrape sa queue, puis claque la créature jusqu'à ce qu'elle soit allongée sur le dos. Il saute alors vers son ventre et le frappe. Il voit que la créature souffre. Il le frappe encore et encore jusqu'à ce qu'il meure. Il n'arrive pas à croire qu'il lui a fallu 20 coups pour que ce soit enfin fini. Maintenant, il a faim et veut goûter à la viande de crocodile. Il pense à quel point l'endroit qu'il a touché à maintes reprises doit être sensible. Il monte sur la créature pour voir s'il peut lui déchirer la peau à main nue.
Il s'étonne qu'il se déchire comme du papier. Il trouve la viande à l'intérieur appétissante. Il met un morceau de viande dans ses mains et constate que cela ressemble à un morceau de poulet. Il en prend une bouchée et est étonné de voir à quel point cela a aussi un goût de poulet. La seule chose dont il veut plus, ce sont des sauces pour pimenter les choses. Il remarque alors quelque chose qui brille plus bas à l'intérieur du crocodile. Il le ramasse et trouve une boule dorée de la taille d'une bille. Il le trouve spongieux et se demande s'il s'agit d'une sorte d'organe interne. Il appuie si fort dessus qu'il explose et que son jus se répand sur tout son visage. Il est surpris de goûter une touche d'épices, de sel et de saveurs sucrées, semblable à un assaisonnement. Il le trempe dans la viande de crocodile et cela devient encore plus délicieux. Il est ravi de pouvoir désormais manger quelque chose qui ressemble davantage à un vrai plat. Plus tard, la sauce a déjà disparu, ce qui le déçoit. Il pose ensuite ses yeux sur le tas de cadavres d'araignées. Il déchire l'une des araignées en morceaux et est excité à l'idée de trouver une autre boule d'or. Il le déguste pour découvrir son goût d'agrumes. Il est ravi d'avoir suffisamment d'araignées à utiliser pour la viande de crocodile. Finalement, il ne reste plus que des os du crocodile et le jeune homme est satisfait et rassasié. Il sent la force jaillir de son corps à cause de toute la viande qu'il a mangée. Il pose son poing au sol et son impact crée accidentellement une caverne. Haru est choqué d'avoir percé un trou aussi énorme et profond. Il entend alors le grand cri du monstre qu'il a mangé. Cela lui confirme qu'il est bien à l'intérieur du monstre lézard géant. Au fur et à mesure que la créature bouge, elle perd l'équilibre et tombe dans le trou de la caverne. Cela le mène à une mer d'eau. Il se demande s'il a des problèmes d'acide gastrique ou quelque chose de similaire et veut sortir le plus rapidement possible. Les eaux descendent alors soudainement comme un tourbillon. Il craint de se noyer s'il ne sort pas bientôt. Il touche le fond des eaux. Il décide qu'il va se frayer un chemin. Il l'essaye et y met la main profondément. Le monstre bouge de douleur et se met à l'envers. Le sol autrefois devient le plafond auquel il s'accroche. Il est content que l'eau baisse et qu'il ne se noie plus. Il se souvient de la façon dont il a accidentellement fait un grand trou avec son poinçon et envisage de frapper le plafond. Il le fait, créant une énorme larme. Au fur et à mesure que le monstre bouge, il est aspiré dans la larme et est éjecté hors du corps par un trou de blessure. Il se retrouve haut dans le ciel. Il veut réfléchir à un moyen d'atterrir en toute sécurité, mais il tombe inconscient en tombant dans la mer. Plus tard, il se réveille sur le rivage. Il examine son corps et ne constate aucune blessure. Il voit la mer et la forêt. Il regarde autour de lui, mais ne parvient pas à repérer le monstre géant qu'il a mangé. Maintenant qu'il est dehors, il veut rencontrer un autre humain comme lui. Il se promène, excité de trouver quelqu'un. Il trouve alors le même type d'araignée géante qu'il a affronté auparavant dans l'estomac. Le voir le fatigue. Il découvre cependant qu'il est plus coloré maintenant qu'il ne le voit plus dans le noir. Tandis qu'il l'attaque, il observe à quel point il est beau. Il attrape une de ses pattes et la frappe encore et encore au sol comme une tapette. Finalement, il meurt. Il creuse son corps mais ne trouve pas la boule dorée des autres araignées. Après de longues recherches, il découvre que ce n'est nulle part. Il pense que les araignées avec la boule d'or doivent être une sorte de variante spéciale. Il décide qu'il trouvera d'autres araignées d'où vient la dernière. Après un moment de marche, il trouve au loin le nid qui ressemble à un temple fait de rochers épineux maintenus ensemble par des toiles. Il voit une araignée s'approcher du nid et voit qu'elle a un humain inconscient attaché sur son dos. Haru court rapidement vers l'araignée pour le sauver. Il frappe l'araignée directement au visage, puis déchire la toile qui attache l'humain. Il demande si l'homme va bien, mais il ne répond pas. Il est cependant soulagé de savoir qu'il va bien et qu'il est simplement inconscient. Il s'aperçoit alors qu'il est entouré d'araignées venant de toutes les directions. Ils attaquent et Haru les élimine un par un. Il voit alors que certaines araignées s'approchent de l'homme qu'il a sauvé. Il court vers lui et prévient la créature de ne pas attaquer le seul homme à qui il peut parler. Il déclare qu'il va tous les effacer. Après les avoir tous terminés, il décide de chercher une boule d'or à l'intérieur. Il est déçu de constater qu'aucun d'entre eux n'a le ballon d'or. Il se demande si ceux qui ont des boules d'or sont spéciaux d'une manière ou d'une autre. Une araignée éclipsant toutes les autres araignées apparaît. Il est choqué de voir à quel point cette île est immense. Cependant, il est également heureux que s'il s'agit d'une variante spéciale, il doit y avoir une boule d'or à l'intérieur. Après avoir vaincu la reine, il est rassasié d'avoir autant mangé de l'assaisonnement du ballon d'or. Il se confirme que les boules d'or sont effectivement rares. Il se souvient que l'araignée boss avait une grande puissance, mais que les plus petites araignées étaient encore plus rapides.
L'homme qui l'a sauvé, nommé Eido, le voit et le remercie de l'avoir sauvé. Il dit qu'il était en route pour chercher de l'aide, mais qu'il est tombé sur les araignées. Haru demande ce qu'il voulait dire en disant qu'il était en route pour chercher de l'aide. Cela rappelle à Ito qu'il était en mission et lui demande s'il est un aventurier célèbre. L'homme explique que lui et d'autres comme lui ont demandé de l'aide au village voisin pour se protéger des monstres. Il demande à Haru s'il peut être ce protecteur. Il explique qu'avec sa force, il est le meilleur candidat pour sauver le village. Ces paroles ont amené Haru à se rappeler à quel point les patrons de sa vie antérieure ne l'appréciaient pas et le manipulaient pour qu'il fasse plus de travail. Comment cela l'a amené à renoncer à être utile et comment cela a conduit à sa mort. Cela lui fait croire que la force qu'il a reçue doit être destinée à quelque chose d'important. Il dit à Ito qu'il le fera. Ito est excité et le remercie. Haru veut qu'il le conduise à son village. Il pense cependant que laisser les araignées dispersées ne serait pas respectueux. Il les entasse au même endroit. Il voit alors qu'il en reste encore un à ajouter à la pile. Cette araignée bouge à nouveau soudainement. Il lui piétine la tête pour le tuer. Cependant, il brise le terrain sur lequel il se tenait. Avec le gouffre profond qu'il a creusé, il tombe dans les ténèbres. Finalement, il atterrit. Les rochers le suivent, l'effondrant. Il brise un mur pour aller ailleurs. En voyant un tunnel, il a l'impression de se retrouver à nouveau dans l'estomac d'un monstre. Comme il ne peut plus retourner là où il a atterri, il décide que pour en sortir, il doit aller plus profondément. Il parcourt les tunnels et continue d'avancer vers la gauche chaque fois qu'il voit deux chemins. Il pense à Ito et à la façon dont il se sent mal de ne pas avoir tenu sa promesse d'aider son village. Il espère rester en sécurité jusqu'à son retour. Il se retrouve alors dans une pièce artificielle avec un grand espace ouvert. Il regarde autour de lui et voit un miroir. Il est choqué de voir que ses cheveux sont blancs et qu'il y a des marques sur tout son corps. Il accepte que cela soit le résultat de sa réincarnation. Il voit alors le cadavre d'un humain si vieux qu'il ne s'agit que d'un squelette habillé. Il peut dire que la personne n'a subi aucune blessure et s'inquiète d'avoir erré jusqu'à sa mort. Cela le fait paniquer à l'idée qu'il ne puisse jamais sortir. Il envisage de jeter quelques gravats au plafond pour créer une ouverture vers l'extérieur. Il se rend alors compte qu'il est plus probable que cela mènera à un effondrement et qu'il sera enterré vivant. Il remarque alors que les ossements ont un livre à côté d'eux. Il l'ouvre espérant qu'il puisse y avoir une idée sur la façon de s'échapper de l'endroit. Il constate que le contenu du livre contient des textes japonais qu'il peut comprendre juste en plus de textes dans une langue non identifiée. Il se rend compte que la personne essayait de traduire les textes japonais. Il va plus loin et voit un chapitre sur la façon d'utiliser la magie. Il est choqué, mais se demande si un livre du Japon moderne peut réellement lui apprendre cela. Alors que ses cheveux sont devenus blancs et qu'il a déjà combattu d'innombrables monstres, il ouvre son esprit à cette possibilité. Il s'enthousiasme et décide de croire que cela peut arriver. Il regarde la table des matières et cherche la première étape pour devenir mage. Il est alors déçu d'apprendre que la condition pour être mage est d'être une personne pure jusqu'à l'âge de 30 ans. Il déteste tellement cette condition qu'il jette le livre par terre avec puissance. Maintenant, il se sent mal pour la vie de son ami squelette. Il reprend le livre pour voir ce qu'il peut trouver d'autre. À la fin du livre, le texte lui demande d'oublier tout ce qu'il a appris et de se débarrasser du livre. Cela agace juste Haru qu'il ait lu tout le livre jusqu'à ce qu'il lui dise que tout était inutile depuis le début. Il déchire les pages du livre en morceaux jusqu'à ce qu'il pleuve du papier. Il se sent bien et rit fort. Autrement dit, jusqu'à ce qu'il se rende compte que cela n'a rien résolu et qu'il est toujours piégé. Le dernier morceau de papier déchiré atterrit sur le sol. Le sol s'éclaire soudain. Haru se retrouve au centre d'un cercle magique. Il s'inquiète de ce qui se passe. La lumière est si brillante que Haru ferme les yeux. Il les ouvre à nouveau et voit une fille allongée sur le sol. Au fur et à mesure que sa vision devient plus claire, il constate que l'environnement ressemble à une maison japonaise traditionnelle. La jeune fille le voit passer en position assise pour lui faire face. La jeune fille se présente comme la déesse April. Haru ne croit pas qu'elle soit une déesse, alors elle demande si cela aurait plus de sens si elle se présentait comme l'auteur du livre magique. Haru réfléchit à la façon dont il est logique qu'elle soit l'auteur des livres, puisque les instructions l'ont conduit vers elle. Elle demande ce qu'il lui faudrait pour croire qui, selon elle, est son île. Il répond qu'il aurait été plus facile de la comprendre si elle avait été un vieil homme au regard sage. D'un simple claquement de doigts, elle brille, puis se transforme en stéréotype d'un vieux et sage. April lui dit de ne pas être choquée puisqu'elle n'a fait que matérialiser l'image dans son esprit. Haru est choqué qu'elle ait lu dans ses pensées. April confirme qu'elle l'a fait et que sa forme actuelle, en tant que vieux sage, n'est qu'un simple changement de tenue pour elle.
Haru dit toujours qu'il est impossible qu'elle soit une déesse. Cela amène la déesse à reprendre sa forme habituelle et à décider qu'elle doit plutôt faire appel à son instinct. Haru ressent soudain une pression écrasante semblable à celle d'être écrasé par un poids lourd. April lui demande alors s'il est désormais convaincu. Haru lui dit qu'il comprend enfin qu'elle est quelque chose d'incompréhensible. Il pose des questions sur le livre. La déesse lui dit qu'elle a montré le livre aux mortels comme une farce. Elle lui demande ce qu'il a pensé du livre. Il pense que si c'était quelqu'un d'autre, il n'aurait pas déchiré le livre. Il se souvient de la façon dont la personne a essayé de décoder le livre et il en déduit qu'elle n'aurait pas déchiré le livre parce qu'il avait trop de valeur pour être utilisé. Il détermine que seul un japonais comme lui ne trouverait pas qu'un livre japonais ordinaire ait de la valeur. April explique que le but de la farce est qu'elle savait que personne dans leur monde ne déchirerait le livre. April regarde alors dans son esprit et le taquine pour avoir été piégé encore et encore. Il se sent violé, mais la déesse continue de rire. April lui demande quel genre de pouvoir il aimerait avoir. Il demande si elle voulait dire quelque chose à propos de la magie. Elle répond que si ce qu'il veut a quelque chose à voir avec la magie, alors les critères l'incluent. Haru déclare qu'il veut le pouvoir de la magie. April accepte de le lui donner, mais seulement après avoir réussi un procès. Elle ajoute également que s'il réussit le procès, il aura alors 2 fois plus de pouvoir qu'il aurait dû avoir en déchirant le livre. Il demande ce qui se passera s'il échoue. Elle répond que même s'il échoue, elle lui donnera toujours le pouvoir du livre déchiré. En entendant cela, Haru accepte de le faire. April lui demande quel est le seul objet qu'il apporterait sur une île déserte. Il répond qu'il apporterait un smartphone avec une batterie illimitée et un accès internet illimité. La déesse fait apparaître comme par magie un smartphone et lui permet de s'en emparer. Elle explique que plus il durera dans l'épreuve sans abandonner, plus elle lui accordera de pouvoir. Il dit qu'il comprend, alors la déesse lui souhaite bonne chance. Encore une fois, Haru est enveloppé d'une lumière vive, il ouvre les yeux pour voir qu'il est maintenant seul dans un vide blanc. Il regarde autour de lui et s'étonne qu'il n'y ait que de l'espace vide, peu importe où il va. Il regarde son téléphone et voit que la batterie a un signe infini et qu'Internet a 255 gigabits par seconde. Il fait défiler les pages et est heureux de voir qu'il peut jouer à des jeux. Il s'allonge en jouant à des jeux vidéo. Au bout d'un moment, il s'endort. Quelques jours plus tard, il a déjà fini de jouer à de nombreux jeux et en joue encore un autre. Il est heureux de ne pas avoir besoin de manger, de boire ou même de dormir et de pouvoir se plonger dans le jeu pour toujours. Il prévoit également de tout regarder sur Netflix la prochaine fois. Avril réapparaît. Haru lui dit que cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. La déesse ne comprend pas pourquoi il agit de manière décontractée. Après réflexion, elle se rend compte qu'il a dû perdre la notion du temps. Elle est heureuse de se souvenir de lui et compare la sensation de le revoir à la découverte d'un insecte dans son tiroir. Elle lui demande s'il sait combien de temps il est resté coincé dans le vide. Il ne sait pas, alors elle répond que cela fait 10 ans, ce qui le choque. Il ne la croit pas, alors elle lui rappelle qu'il peut vérifier l'autonomie du téléphone. Il fait défiler les paramètres et les informations générales pour constater qu'il est allumé depuis 90 116 heures. Il est choqué, il fait le calcul et confirme que cela fait 10,28 ans. Il n'arrive pas à croire que le temps passe si vite. April est surprise qu'il soit resté si longtemps, puisque la plupart des humains qu'elle a rencontrés n'ont duré que 3 jours. Haru imagine qu'il aurait perdu la tête sans son smartphone. Il pensait qu'il ne tiendrait que 72 heures avec son téléphone. La déesse est surprise, car elle pensait qu'il ne tiendrait que 10 jours. Elle félicite l'homme d'avoir réussi le procès. Haru a l'impression d'avoir triché puisqu'il n'a même pas réalisé l'heure. April demande quel genre de magie il veut pour son prix. Il s'imagine comme un mage capable de contrôler le vaste pouvoir de tous les éléments. Il répond qu'il veut être l'humain le plus fort du monde. April pense qu'il a un souhait si humble, alors Haru se demande ce qu'il entend par là, alors que cela ne lui semble pas en être un. La déesse est d'accord et dit qu'elle fera de lui l'humain le plus fort. Haru pense à quel point elle est si puissante qu'elle n'a probablement pas besoin de claquer des doigts pour faire bouger les choses. En même temps, ils disent tous les deux exactement. Cela surprend la déesse et elle dit qu'il a surpassé sa capacité à lire dans les pensées. En prime de sa farce, elle veut lui offrir quelque chose en plus. Haru brille alors que la déesse lui confère du pouvoir. Il explique qu'elle lui accordera également une nouvelle croissance à l'avenir. Au moment où il demande ce qu'elle veut dire par là, il est soudainement transporté vers les ruines où il se trouvait avant de rencontrer April.
Il se rend compte qu'il est revenu à l'époque où il venait de déchirer le livre et où le cercle magique est apparu. Il ne sait toujours pas comment s'échapper, alors il se rend compte qu'il aurait dû demander comment utiliser son nouveau pouvoir magique. Il étend les bras et se concentre pour faire sortir le feu de ses mains. Il stabilise sa forme et sa concentration, mais rien ne se passe. Il essaie une pause après l'autre, mais rien ne se passe. Il est frustré, ne sachant pas quoi faire. Plus il crie, plus les décombres tombent du toit. Une partie lui tombe dans le nez, ce qui l'amène à éternuer. Un trou s'ouvre depuis le plafond. Il lève les yeux et voit son chemin de fuite. Grimpe le mur jusqu'à ce qu'il se retrouve enfin sur un terrain herbeux. Il absorbe la brise d'air frais et la vue sur les arbres et les montagnes. Il est déçu de ne s'être échappé qu'avec de la chance et des efforts, au lieu d'utiliser la magie. Il entend et voit soudain des oiseaux se disperser. Il regarde au loin et voit le monstre lézard qu'il a mangé avant de marcher. Il est choqué de voir à quel point cela paraît énorme, même de loin. Un cercle magique s'ouvre au-dessus de la créature. Il en sort un rayon laser qui détruit ce qui se trouve devant le monstre. Il se souvient qu'April pensait que son souhait d'être l'humain le plus fort était d'être humble. Il se rend compte qu'il voulait dire qu'il ne souhaitait pas être la créature la plus forte. Au lieu de cela, pour lui, le monstre ressemble à la créature la plus puissante de leur île. Le monstre provoque tellement de chaos sur son passage qu'il le compare à un enfant qui pique une crise de colère dans un bac à sable. Il décide qu'il ne devrait pas s'impliquer avec le monstre. Il voit alors que le monstre est en train de détruire des maisons en bois. Instantanément, il court vers la créature. Pendant qu'il court, il rencontre Ito et se souvient de lui comme du gars qu'il a sauvé. Haru lui demande si le monstre et c'est la raison pour laquelle il voulait le recruter. Ito est sur le point d'expliquer la situation, mais Haru ne l'attend pas et s'avance pour sauver le village que le monstre est en train de démolir. Haru trouve la pyramide de l'hôtel sur laquelle il se trouvait auparavant. Il voit alors des gens se cacher et prier. Il leur crie d'évacuer. Les gens restent là où ils sont. Il se rend compte qu'ils n'écouteront pas un étranger comme lui. Il prévoit plutôt de déplacer le monstre. Il lui crie dessus pour attirer son attention et lui demande sarcastiquement si son estomac va bien. Le monstre le reconnaît et hurle de colère. Il le poursuit pendant qu'il court. Il pense à quel point il doit être loin du village maintenant. Il s'arrête alors et fait face au monstre. Le monstre essaie de le piétiner avec sa patte, mais il échappe. Haru saute vers l'un de ses yeux et le frappe. Cela conduit à la créature allongée sur le côté. La créature se lève et pousse un grand cri. Haru se rend compte que même les villageois se bouchent les oreilles à cause du son douloureux, alors que certains se sont déjà évanouis. Cela l'amène à charger la créature et à lui frapper la mâchoire pour la fermer. Il est déçu de voir que même si cela s'est arrêté, cela ne lui a pas fait de mal. Il essaye de l'écraser, mais il saute. Il prévoit de tout mettre en œuvre et de charger avec un coup de poing. Soudain, son corps se fige comme si certains rouages de son corps étaient coincés. Le monstre lui balance sa queue alors qu'il est dans les airs, l'envoyant s'écraser sur de nombreux arbres. Haru se demande ce qui lui est arrivé. Il tente d'attaquer à nouveau, mais il se fige à nouveau, ce qui amène le monstre à le frapper à nouveau avec sa queue. Il essaye à nouveau, mais cela se reproduit et le monstre le frappe à nouveau. Il en déduit que cela se produit à chaque fois qu'il est sur le point d'utiliser toutes ses forces. Il pense aux villageois et à la nécessité d'arrêter le monstre, quoi qu'il arrive, pour les protéger. Il saute à nouveau vers le monstre, mais il se fige à nouveau. Cette fois, le monstre active son cercle magique alors qu'il est dans les airs. Il le frappe avec un rayon laser. Récupéré. Il se rend compte que la créature lui avait prédit qu'il allait à nouveau geler. Il ne sait pas quoi faire s'il ne parvient pas à porter un coup décisif. April apparaît et lui dit qu'elle est désolée. Elle veut expliquer pourquoi, mais touche sa main et la pointe vers le monstre. Le Hadj brille d'une lumière dorée. La lumière est si puissante qu'elle submerge même le monstre. L'explosion de la lumière était si puissante qu'il ne reste plus rien du monstre. Haru est choqué par la quantité de puissance qui sort de la paume de sa main. Il constate alors que les marques sur son corps disparaissent. April l'informe que sa marque est une crête sacrificielle et maintenant que le prédateur a disparu, sa crête disparaît également. Haru lui demande pourquoi elle est réapparue. Elle dit qu'il y a 3 raisons. Elle explique qu'elle a vu qu'il ne pouvait pas utiliser son pouvoir pendant le combat et explique que c'est parce qu'il a acquis une quantité extraordinaire de pouvoir que celui-ci s'est obstrué dans son corps et qu'elle est venue pour enlever le blocage. Il demande la 2e raison. Elle dit que c'était parce qu'elle s'ennuyait. Pour la 3e raison, elle laissa Haru réfléchir au procès.
Il se souvient des règles du procès et de la façon dont on lui avait promis plus de pouvoir à mesure qu'il durait. Il se rend compte qu'il n'a encore jamais dit qu'il avait abandonné. Il dit à la déesse qu'elle aurait dû s'assurer qu'il remplissait ses conditions avant de le laisser sortir. April lui dit qu'elle est venue pour sa reddition, mais se moque du fait qu'il n'a plus aucune raison de le faire. Il dit qu'elle restera avec lui jusqu'à ce qu'il abandonne. Il lui rappelle qu'il a déjà gagné 10 ans de pouvoir et que son pouvoir ne cesse de croître. Il demande si cela signifie qu'elle veillera sur lui jusqu'à ce qu'il abandonne. Elle le confirme, mais prévient qu'elle ne l'aidera qu'une seule fois dans le futur. Elle précise que ce serait le moment avant qu'il ne soit sur le point de mourir, car c'est le moment exact où il se rendra sûrement. Haru demande s'il y a plus de valeur à le divertir davantage. April se demande s'il leur heal. Leur conversation est interrompue alors qu'Ito s'approche de Haru. Ito demande s'il a vaincu le seigneur. Haru se rend compte qu'il parle du monstre et répond que c'est ce qu'il a fait. Ito le remercie en fondant en larmes. Le gars tient les mains du héros et le surnomme le sauveur de son village. Haru se souvient de la façon dont les gens le méprisaient et le traitaient d'incompétent. En revanche, Ito a l'air si heureux de l'avoir rencontré. Haru sourit et dit que c'est bon à entendre. Ito lui demande alors de venir avec lui au village. Haru remarque alors qu'Ito ne peut pas voir April. April l'informe qu'une déesse comme elle ne peut pas être vue par les habitants de son monde. Ito peut dire qu'Haru est distrait, mais l'homme lui dit que ce n'est rien, ils retournent au village. Là, Ito informe Haru que le monstre était le seigneur de la forêt qui exigeait un sacrifice du village et que le chaman qu'il avait sacrifié au monstre auparavant était le chef du village, mais qu'il est mort. Il ne comprend pas comment ni pourquoi le village a encore été attaqué alors qu'il faisait déjà un sacrifice. Secrètement, Haru pense que c'est parce qu'il s'est échappé du corps du monstre. Haru en vient à croire que la capacité du chef à invoquer quelque chose d'un autre monde pour un sacrifice est incroyable. Aujourd'hui, Ito pleure la destruction des maisons de leur village. Il est déprimé car il ne sait pas quoi faire sans le chef. Même si Haru aime être remercié, il ne voit pas ce qu'il peut faire pour soulager ses inquiétudes. April demande à Haru si être remercié le rend heureux. Haru dit que oui. Elle déclare qu'elle les fera remercier et lui demande de l'imiter. Il copie le mouvement de son doigt claquant. Comme par magie, chaque structure détruite du village se reconstruit. Tout le monde est choqué de voir leur village comme neuf. Tous les gens se rassemblent autour de Haru pour lui dire à quel point son île est incroyable. Les gens de tous âges le remercient. April dit que c'est sa récompense pour avoir diverti une déesse comme celle et que même cela est une capacité qui lui est propre. Haru ne sait pas comment réagir ni quoi dire. Tous les yeux des villageois sont tournés vers Haru. Cela le met mal à l'aise, mais il leur confirme que leurs maisons ont été reconstruites par eux-mêmes grâce à ses capacités. Ils applaudissent et pleurent tous. Ito dit aux autres de sortir le saké qu'ils gardaient pour célébrer leur bienfaiteur. April demande pourquoi Haru accepte leur gentillesse sans hésitation. Il lui dit que c'est elle qui lui a dit d'accepter la bonne volonté sans hésitation. L'entendre dire cela rend la déesse encore plus intéressée par lui. Elle déclare qu'elle lui donnera plus de bénédictions à mesure qu'il la divertira. Haru pense qu'il ne lui faudra pas longtemps avant de devenir un dieu. Plus tard dans la nuit, la fête du village avec des gens jouant du tambour et un festin présenté à Haru. Ito l'encourage à manger et à boire autant qu'il le souhaite. Tout le monde le remercie et incline la tête devant lui. Il le contraste avec les patrons de sa vie antérieure qui ne l'ont jamais apprécié et qui le méprisaient seulement. Il est heureux de voir que son travail acharné est apprécié. Les enfants s'approchent alors de lui et le remercient eux aussi. Cela lui fait chaud au cœur de penser que c'est lui qui devrait les remercier. La soirée continue, tout le monde danse et passe un bon moment. Le lendemain, Haru se réveille avec une gueule de bois. Il trouve April sur lui comme si elle était là depuis le début, le regardant dormir. Il crie à la déesse, accélérant son humeur pour se lever. Ito entre dans sa chambre pour le saluer avec bonjour. Il l'invite à prendre le petit déjeuner, mais Haru demande de l'eau à la place. Il boit dans la tasse qu'Ito lui a offerte. Haru entend alors un bruit dehors et se demande ce qui se passe. Il regarde dehors et voit des gens s'enfuir effrayés. Ito demande à l'un d'eux ce qui se passe. La femme lui dit qu'Arachné attaque leur village. Ito est sur le point de dire à Haru ce qu'est une arachné, seulement car les araignées géantes apparaissent avant qu'il ne puisse l'expliquer. Ito est sur le point de les charger, mais Haru se met devant lui et lui dit qu'il s'en occupera. Il bat une araignée avec un coup de poing puis se dirige vers les autres araignées pour faire de même. Comme auparavant, il empile les araignées en tas. Les villageois d'Ito le remercient encore. Haru devine qu'ils ont probablement attaqué parce que l'écosystème s'est effondré. Il ne comprend pas, alors il simplifie car le seigneur des forêts meurt. Il ouvre l'une des araignées pour chercher une boule dorée à l'intérieur. Il se sent chanceux d'en trouver un dès son premier essai. Ito est choqué de voir qu'il tient l'objet connu sous le nom d'Elencia.
Haru voit la réaction d'Ito face au ballon d'or et demande si c'est vraiment cher. Ito se rend compte qu'il ne sait pas ce qu'est l'île d'Elencia. Il dit à l'homme désemparé que Valencia est un objet extrêmement rare qui ne peut être obtenu auprès de monstres qu'en de rares occasions et peut guérir de nombreuses maladies et être utilisé comme aphrodisiaque. April propose de donner à Haru un énorme stack de Valencia à donner au peuple. Il répond qu'elle ne devrait pas faire ça pour que cela reste précieux. Il voit également qu'Ito ne peut pas le quitter des yeux. Haru demande s'il le veut et taquine qu'il ne l'utilisera que comme aphrodisiaque. Ito précise qu'un seul Valencia suffit pour obtenir suffisamment d'argent pour que tout le village puisse survivre à l'hiver. Cela choque Haru qu'une seule boule d'or vaut autant. Il l'offre à Ito. Cela choque l'homme, qui n'arrive pas à croire qu'il le révèle avec autant de désinvolture. Ito le remercie beaucoup pour cela. Il montre la Lancia au peuple qui applaudit tous son apparition. Cela fait chaud au cœur d'Haru de voir les gens si heureux. Il voit alors que l'attention d'April est ailleurs. Une calèche gardée par des soldats en marche arrive. Les villageois le reconnaissent comme le carrosse du seigneur. Ils n'attendent rien d'autre que l'horreur de la part du seigneur qui franchirait la porte. Lord Marco apparaît et Haru est surpris de constater qu'il ressemble exactement au président de l'entreprise pour laquelle il a travaillé dans sa vie antérieure. Le seigneur annonce qu'il sait que le chef du village est mort. L'entendre savoir cela met la peur dans le cœur des villageois. Marco leur dit qu'il était inutile pour eux, qualifiés eux de cacher l'information, puisque ces contrats contraignants avec chaque chef de village l'alertent en cas de départ. Il leur demande qui ils choisiront pour être leur prochain chef de village. Un des villageois demande du temps, puisque le chef n'est décédé qu'hier. Le seigneur s'en fiche et dit à l'homme que ce n'est pas son problème. Haru est énervé de se comporter comme son ancien patron. Marco exige qu'il choisisse immédiatement un chef afin que le village puisse lui payer les impôts le plus rapidement possible. Il aperçoit alors quelque chose au loin. Il traverse les gens pour arriver à Ito. Il lui arrache la Lancia sans prévenir. Il regarde la boule d'or et comprend qu'elle vient de l'une des arachnées tuées. Marco félicite les villageois pour avoir produit à Lancia et leur permet de prendre leur temps pour choisir un chef en raison de sa bonne humeur. Il propose même de faciliter le paiement de leurs impôts, mais à condition qu'ils lui livrent à Lancia une fois par mois. Les villageois sont horrifiés. Le Pérou est encore plus en colère contre lui, les villageois se plaignent qu'il serait impossible d'en trouver un autre en seulement un an. Marco exige leur silence. Il explique qu'ils devraient être reconnaissants de naître et d'avoir grandi dans son pays. Il pousse l'un des anciens et lui dit de ne plus jamais lui répondre. Il marche alors sur le vieil homme et dit aux autres qu'il les fera tous tuer s'ils refusent sa condition. Les soldats préparent leurs épées avec des visages souriants. Le seigneur demande aux villageois s'ils comprennent, les rendant incapables de répondre. Haru s'approche soudainement de Marco et lui demande ce que le seigneur fera pour eux en échange des impôts qu'il lui paie. Marco lui dit qu'il ne peut pas l'expliquer à un étranger comme lui. Haru répond qu'il est suspect qu'il ne puisse rien expliquer sur le contrat à un tiers. Cela énerve le seigneur, mais il lui fait plaisir et lui dit fièrement que ce qu'il lui rend, c'est l'honneur d'avoir rempli ses devoirs envers lui. Il explique qu'il donne de la valeur aux gens en les laissant vivre sur son domaine. Il se souvient de la façon dont son ancien patron lui avait dit qu'il devrait être reconnaissant de travailler pour lui. Chaque mot prononcé par Marco rappelle de plus en plus à Haru son ancien patron. Il n'en peut plus, alors il frappe le seigneur au visage. C'est si puissant qu'il envoie l'homme voler dans les airs. April, les villageois et les soldats sont sous le choc. Marco tourne comme une toupie alors même qu'il atterrit au sol. Les soldats sont sur le point d'attaquer Haru, mais il les bat tous avant même qu'ils ne puissent bouger. Il panique alors en réalisant qu'il a agi sans réfléchir. Il craint que le village subisse les conséquences de ce qu'il vient de faire. Il est choqué d'entendre les villageois exprimer leur gratitude pour avoir frappé la personne qu'ils détestent. Il demande s'il peut leur prêter sa force pour devenir indépendant des personnes comme le seigneur. Haru ne comprend pas vraiment de quoi il parle, alors Ito lui explique que leur contrat avec le seigneur consiste à recevoir sa protection en échange d'impôts, mais il ne fait jamais sa part du marché. Il lui demande de continuer à protéger leur village afin qu'ils puissent rallier les autres villages et convaincre tout le monde de ne plus être sous aucun seigneur féodal. Haru se rend compte que maintenant qu'il est dans un autre monde, il n'a plus besoin d'être sous la direction d'un patron et peut s'élever avec ses propres forces. Haru et les villageois regardent Marco et ses hommes et réfléchissent à quoi en faire. Le seigneur demande combien il veut, ce qui surprend Haru. Le tyran maléfique dit qu'il lui suffit de nommer son prix et il sera immédiatement annoncé. L'honorable héros refuse, disant que ce n'est pas de cela dont il s'agit, ce qui met le seigneur en colère. Haru se demande pourquoi sa simple réponse a suscité une telle réaction.
Ito explique que les seigneurs féodaux ont l'habitude de payer une rançon chaque fois qu'ils sont faits prisonniers. Haru se demande s'ils assimilent les frais de rançon à leur valeur personnelle. Ito n'en est pas sûr, mais convient que cela a du sens. Haru comprend maintenant que même maintenant, le seigneur essaie de satisfaire sa fierté. En tout cas, c'est une mauvaise idée puisque cela n'améliorerait pas la situation du village. Au contraire, cela pourrait même aggraver les choses puisque Marco pourrait tenter de se venger à l'avenir. Haru se demande s'il existe un moyen d'écraser la fierté du seigneur et de garantir pleinement l'indépendance du village. Il a alors une idée et demande à Ito quelle est la monnaie de cette île du monde. Le jeune homme dit que ce sont des cellules. Haru demande si une cellule représente le plus petit montant, ce que Ito confirme. Il se dirige ensuite vers Marco et lui dit qu'il a trouvé le montant de la rançon. Il sourit et dit que c'est une seule cellule. Le seigneur est sidéré, tandis que les villageois réagissent également avec choc. Haru se répète, ce qui met Marco en colère. Le jeune héros, cependant, a pris sa décision et dit au seigneur de l'appeler lorsqu'il aura décidé de l'accepter. Il s'éloigne ensuite. April apparaît et demande pourquoi il ne demande qu'une seule cellule. Haru explique que cela ne donne au seigneur que deux options. Soit il ne vaut qu'une cellule, soit il ne peut même pas payer une si petite somme. Il se souvient de son expérience passée avec son patron dans son ancien monde et dit qu'il connaît bien ce genre de personnes. Il ne se soucie que de leur fierté et de leur image publique. Se voir proposer seulement ces deux options sera pour lui une humiliation majeure. April demande ce qui se passera si Marco décide de dire non aux deux choix. Haru, cependant, n'est pas inquiet et dit que le seigneur ne pourra même pas penser à cela. Juste au bon moment, un villageois court vers eux et dit que le seigneur crie déjà « Prends juste une cellule et laisse-moi partir ». Haru sourit tandis que le villageois est un peu surpris de la rapidité avec laquelle le seigneur a capitulé. Le héros dit qu'il se dirigera vers lui pour que le villageois puisse courir devant. Alors qu'il regarde partir le jeune homme, il raconte à April que Marco n'a épargné les villageois que pour percevoir les impôts. Ces gens ne sont pas habitués aux difficultés, alors une fois qu'ils sont attachés et souffrent un peu, ils abandonnent instantanément. Un gars comme Marco ne peut même pas supporter un tout petit peu d'inconfort. Il dit alors que le vrai plaisir est sur le point de commencer, tandis qu'April le traite de génie. Il se dirige ensuite vers Marco et lui dit qu'il le libérera dès qu'il aura payé. Le seigneur crie qu'il n'aurait jamais une si maigre somme d'argent dans sa poche et qu'un humble roturier ne comprendrait pas les gens nobles et raffinés. Il dit ensuite qu'il demandera à sa famille d'apporter la somme. Il reste calme et dit que le seigneur fait toujours preuve d'une attitude si élevée et si puissante malgré la situation dans laquelle il se trouve. Marco demande ce qu'il est censé faire car il n'a pas de petite caisse sous la main. Haru répond que le seigneur devra rédiger un billet à ordre. Il ajoute que si le seigneur fait cela, il l'échangera contre sa libération. Marco sourit, pensant qu'il va être libre, tandis qu'Haru fait une expression montrant qu'il a quelque chose de prévu. Il demande si quelqu'un a un stylo et du papier, et Ito répond qu'il pourrait y en avoir dans la maison du chef du village. Il court en chercher et les dépose devant le seigneur. Haru déclare alors qu'ils n'ont pas de stylo et qu'ils devront donc utiliser du sang pour écrire la lettre. Marco est indigné, mais le sauveur du village répond que s'il n'aime pas ça, il devrait mettre le stylo lui-même. Il demande ensuite à Ito combien de temps cela prendrait. Le jeune homme explique qu'il devrait se rendre en ville et qu'un aller-retour prendrait 6 jours. Haru dit alors Marco devra attendre tout attaché pendant une semaine. Le seigneur panique en entendant cela et accepte rapidement d'utiliser du sang. Haru lui tend alors un petit couteau. Ida se demande s'il est prudent de donner une arme au seigneur, mais le héros dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. S'ils tentent de s'échapper, ils feront passer le message partout que Marco ne peut même pas payer une rançon pour une seule cellule. De plus, Haru sait qu'il peut facilement maîtriser son ennemi. Il le détache, puis lui demande de se piquer le doigt et d'écrire le message. Marco parvient à peine à contenir sa rage et attrape le couteau. Haru et les villageois sont surpris. Le seigneur ordonne que ces hommes soient licenciés. Tout le monde se demande encore à quoi il pense. Marco explique alors qu'il n'a pas l'intention d'utiliser son propre sang. Plus tard, on voit qu'il a fini d'écrire en utilisant le sang d'un de ses gardes. Il le remet à Haru, qui le remet ensuite à Ito. Le jeune homme demande pourquoi il ne l'a même pas vérifié, mais Haru répond que ce n'est pas nécessaire. Si c'est mal écrit, ils se contenteront de faire connaître la rançon impayée. April apparaît alors et dit qu'il ne sait toujours pas lire la langue de ce monde et qu'il a assez bien esquivé cette balle. Tous les gardes sont alors libérés et Marco part dans sa voiture en promettant de les faire tous payer. Ito demande alors si la note sera vraiment suffisante. Haru dit que la note agira comme une barrière pour le village. Le seigneur est une personne obsédée par les apparences et la renommée. Si l'on apprend qu'il n'a été racheté que pour une cellule, les autres seigneurs et même ses propres sujets le mépriseraient.
La note de sang leur servira de preuve, c'est donc là que réside sa vraie valeur. Les villageois comprennent ce qu'il veut dire et se lancent alors dans une grande fête. April a également l'air très heureuse. Haru dit ensuite que la prochaine étape sera de rassembler des fonds afin qu'ils puissent assurer leur indépendance. Haru et April traversent un sentier forestier. Ils constatent que ses cheveux ont pas mal poussé. Elle affirme qu'il est très gênant pour les humains de ne pas pouvoir contrôler à volonté la longueur de leurs cheveux. Haru est d'accord, souhaitant pouvoir le garder à la longueur parfaite pour toujours. La déesse se demande cependant s'il paniquerait si sa croissance s'arrêtait soudainement. Haru répond que c'est quelque chose dont on réalise l'importance après l'avoir perdu. April rit alors et demande si elle doit le bénir pour qu'il ne devienne jamais chauve. Haru tombe soudainement à genoux et la remercie abondamment. Elle rit et promet de protéger les racines de ses cheveux aussi longtemps qu'il vivra. Le jeune héros est vraiment reconnaissant et demande même s'il devrait désormais lui apporter davantage d'offrandes. Il aperçoit alors une araignée à ses côtés et se demande si c'est une araignée errante. Il bondit rapidement et atterrit directement sur le monstre, l'écrasant avec ses pieds. Il inspecte ensuite le cadavre mais ne trouve pas ce qu'il cherche. Il est toujours surpris d'avoir pu trouver quelque chose d'aussi précieux. April dit que le qualifier de mélange de composés à haute énergie aurait peut-être plus de sens pour lui. À l'intérieur des êtres vivants, les nutriments sont parfois stockés d'une manière particulière. Cette substance est connue sous le nom d'Alantia. Haru pense alors au poison du poisson globe, mais April le calme rapidement, affirmant qu'il n'est pas nocif pour les humains. Il regorge en effet de nutriments et d'énergie. Il a également un effet aphrodisiaque, mais comme il en a mangé en grande quantité, il a développé une résistance. Dans de rares cas, cela a également d'autres effets, et April dit qu'il a eu de la chance d'avoir rencontré successivement des créatures rares. Il repère alors une autre araignée et la tue rapidement d'un seul coup. Il continue de chasser toutes les araignées qu'il peut trouver, mais continue de revenir vide, aucun des corps n'ayant d'Elentia. Finalement, Haru en trouve un et le met dans sa poche. April est surpris de ne pas le manger, alors il explique que ce sera pour le fonds militaire. Pour que le village devienne indépendant, il doit être préparé à d'éventuels conflits. Ils devront donc rassembler des fournitures et des armes. Il est probable que personne dans le village ne soit formé, il faut donc au moins qu'ils soient correctement équipés. April dit que c'est logique, puis demande pourquoi il compte uniquement sur le combat rapproché. Haru se demande ce qu'elle veut dire et elle répète la question. Il répond en lui montrant comment il utilise la magie. Il avance la main et lance une attaque. L'énergie bleue déferle vers l'avant, brisant le sol en dessous. Il déplace ensuite sa direction vers l'air afin qu'il ne cause pas de dégâts importants. April observe et voit maintenant qu'il a du mal à contrôler son pouvoir magique. Ce serait mortel pour les autres humains. Il demande si elle peut retenir son pouvoir. April demande s'il doute d'un dieu et décide de lui montrer. Elle claque alors des doigts, ce qu'elle trouve inutile. Elle le frappe ensuite dans le corps avec de la magie, mais cela ne ressemble qu'à un léger coup. Il est un peu ennuyé qu'elle lui fasse exploser une partie sensible. April demande si c'est ce qu'on appelle le fanservice, mais Haru rétorque que la poitrine d'un homme n'est pas destinée au fanservice. Il dit qu'elle ne devrait pas utiliser son pouvoir pour quelque chose d'inutile, alors qu'elle est encore au sol en train de rire. Une autre araignée apparaît alors qu'il remarque qu'elle semble être partout dans la forêt. April dit que c'est parce qu'il a détruit leur nid, ce qu'il admet être vrai. Il lève alors la main et réfléchit à la manière de concentrer ses forces. Il imagine que c'est comme régler le débit de l'eau en tournant un robinet. La déesse regarde, l'air excité. L'araignée, quant à elle, charge désormais à toute vapeur. Haru fait de son mieux pour se concentrer et une petite quantité d'énergie apparaît dans sa paume. Il tire cette rafale plus concentrée et frappe le corps de l'araignée. Il crache du sang puis explose, envoyant ses entrailles et des parties de son corps voler partout. La force de l'explosion est même suffisamment forte pour pousser Haru vers le sol. Un déluge d'araignées pleut alors sur lui, ce qu'il trouve dégoûtant. Un peu plus tard, il se lave dans le lac voisin. Il ne peut toujours pas contrôler pleinement son pouvoir et par conséquent s'est retrouvé couvert de tripes d'araignées. April regarde et dit que c'est comme une scène de bain, donc cela relève définitivement du service des fans. Haru est ennuyé et dit que personne n'appréciera cela, ce qui fait rire la déesse. Elle note ensuite qu'il ne semble pas hésiter à se mettre nu devant elle. Haru dit qu'il ne s'en soucie plus à ce stade, car il ne peut même pas lui cacher ce qu'il a en tête. Elle apprécie le retour. Il dit ensuite qu'être trempé rend tout plus ennuyeux. Il pense qu'il n'a pas le choix et cherche quelque chose dans sa chemise. April demande ce qu'il fait et il dit qu'il se coupe les cheveux alors qu'il tient un petit couteau. Il commence à couper sa frange et quelques mèches de cheveux tombent lentement au sol.
Un morceau touche le sol et prend immédiatement feu, provoquant une énorme explosion. Haru est brûlé et semble confus. April explique que ses cheveux libèrent de l'énergie qu'il a du mal à comprendre. Elle ajoute que ses cheveux contiennent une sorte de concentration biologique. Cela signifie qu'il est un irrégulier dans ce monde. Haru, maintenant vêtu de vêtements plus chics, est poursuivi par une araignée dans la forêt. Il arrache une mèche de cheveux de sa tête et la place ensuite stratégiquement sur le sol. Il recule ensuite tandis que l'araignée continue de le charger. Il marche ensuite sur la mèche de cheveux, la faisant exploser rapidement pendant qu'Haru regarde à une distance de sécurité. Lorsque la poussière retombe, le corps de l'araignée a été éclaté. Haru se rapproche et voit que c'est la condition pour qu'il explose. April demande plus d'informations et il dit que s'il se tire ou se coupe les cheveux, ils explosent. Mais les cheveux qui tombent naturellement ne servent à rien. April le taquine un peu à ce sujet. Haru est ennuyé mais s'incline rapidement avec révérence une fois de plus lorsqu'on lui rappelle qu'elle a promis qu'il ne deviendrait jamais chauve. Ils commencent alors à marcher tandis qu'il réfléchit à ce qu'il a appris. April demande s'il y a un problème. Il répond que ses cheveux explosent au bout d'un certain temps après avoir quitté sa main ou lors d'un choc. Cependant, ce sont toujours des cheveux, donc même s'il les jette, ils ne volent pas très loin. Au mieux, il peut l'utiliser comme une mine antipersonnelle. Il se demande d'autres moyens d'en profiter. April demande alors si tout va bien, ce qui laisse Haru perplexe. Elle lui fait alors remarquer qu'il a oublié qu'il tient dans sa main une mèche qui va bientôt exploser. Il se rend compte qu'elle a raison, mais il est trop tard car les cheveux explosent net. Dans le village, les gens courent partout, l'air excité. Haru arrive et demande pourquoi il y a cette agitation. Ito le salue, puis lui explique que les villageois sont en effervescence car les armes qu'ils ont commandées aux marchands sont arrivées. Il se rapproche et voit un tas d'épées, de couteaux et de lances. Ito lui présente alors Basil, le marchand, un homme âgé et sévère. Il jette un regard au nouveau chef du village qui lui tend la main pour le saluer. Basil ne le prend pas et continue d'inspecter Haru de ses yeux. Il voit que le nouveau chef est un étranger. Le jeune héros ressent l'ambiance négative, mais le commerçant dit que tant qu'il paie, tout ira bien. Ito demande si tout va bien, et Haru dit oui, car ils ont finalement obtenu les armes. Il jette cependant un autre regard sur la marchandise et note que la qualité semble plutôt faible. Ito est surpris, tandis que Basil se moque. Il dit que c'est une qualité standard pour des armes contenant autant de fer. Ito le confirme et ajoute que c'est la première fois qu'il voit autant d'armes. Haru voit que le taux du marché est correct, alors il se demande pourquoi l'attitude du commerçant est si mauvaise malgré une vente énorme. Basil déclare alors que s'il n'est pas satisfait, il n'est pas obligé d'échanger. Il a fait tout son possible pour se rendre dans ce village isolé, donc le profit n'est pas si grand. Haru se rend compte qu'une transaction ponctuelle ne lui rapporte pas vraiment grand-chose. Basil explique qu'un flux constant de 100 transactions cellulaires sur une longue période vaut mieux qu'une seule transaction de 10 000 cellules. Il tend une Alencia et ajoute qu'il est même difficile d'obtenir un objet rare comme celui-ci. Si l'on prend en compte les frais de déplacement, les rencontres de monstres et les coûts de main-d'œuvre, est-ce que cela vaut le coup pour une transaction sans continuité ? Il conclut en se vantant fièrement que son entreprise ne serait pas en difficulté même s'il refusait ces opportunités commerciales exceptionnelles. Ito est surpris d'entendre cela tandis qu'Haru réfléchit un instant. Il se tourne alors vers le jeune homme et lui demande s'il connaît d'autres commerçants. Basil affirme qu'aucun commerçant ne changera son évaluation de Valencia, peu importe qui il est. Haru sort alors 2 morceaux de Valencia et dit à Ito de les prendre. Basil est choqué, tandis qu'Ito hésite à le comprendre. Haru dit que c'est la part d'aujourd'hui et les remet tous les deux entre les mains du jeune homme. Le commerçant n'arrive pas à croire ce qu'il voit. Haru dit à Ito d'utiliser ces deux-là pour sécuriser leur approvisionnement alimentaire la prochaine fois. S'ils se préparent à une guerre d'indépendance, ils auront besoin de nourriture. Ito est d'accord, mais se demande s'il est acceptable de ne pas donner ça à Basil. Haru dit de ne pas s'inquiéter, puis regarde le marchand directement dans les yeux et dit « Alencia est quelque chose qu'ils peuvent facilement collecter ». Basil est tellement abasourdi qu'il ouvre grande la bouche. Il se ressaisit alors et sourit maintenant à Haru et dit que s'il a besoin de nourriture, il peut l'arranger, donc il devrait plutôt compter sur lui. Haru lui rappelle ce qu'il a dit à propos du village qui n'en valait pas la peine. Le marchand essaie de revenir sur ses déclarations, mais Haru le confronte. Il dit que Basil les a sous-estimés parce qu'il ne pensait pas qu'il pourrait lui fournir régulièrement de la Lancia. Le marchand reste sans voix, mais Haru se détend alors et lui demande combien. Il ajoute qu'il s'agit d'une transaction importante et qu'il recevra donc également des offres compétitives de la part d'autres commerçants. Il demande à Ito s'il connaît d'autres marchands et le jeune homme mentionne un homme nommé Kimon. Haru lui dit de contacter ce marchand sous le regard de Basil.
Il tourne alors son attention vers Basile et demande un devis. Il dit que si le commerçant ne veut pas donner de prix, ce n'est pas un problème. Même sans devis, il n'aurait aucun problème. Basile n'a pas de réponse à ses propos désormais tenus contre lui. Sa tête tombe, l'air vaincu. Plus tard, il quitte le village sous le regard de Haru. Après, il déclare avoir donné au commerçant une réfutation satisfaisante. Le héros est d'accord, mais dit que ce n'est pas la raison principale. En tant que marchand, il était terrible. Même s'il s'agit d'une petite affaire, on ne sait jamais ce qui pourrait en résulter. Vous devriez donc considérer cela comme une opportunité. Bien sûr, il méprisait peut-être ce village isolé, mais il n'était pas nécessaire de le montrer. April dit qu'en conséquence, il a mis son client en colère et l'a presque perdu. Haru pense au prochain combat pour l'indépendance alors que les villageois essaient toutes leurs nouvelles armes et armures. Il ne peut donc pas confier la vie de chacun à des gens de second ordre comme ce commerçant. Haru est amené à la maison de l'ancien chef du village. C'est une maison d'apparence assez simple, du moins si l'on fait abstraction des totems ornant les colonnes et des crânes accrochés près de la porte. S'excusant de l'intrusion, il pousse la porte et regarde à l'intérieur. Le jeune homme ne put s'empêcher d'être surpris en voyant une inscription culte sur le parquet. C'était définitivement hors norme, et c'était dire les choses à la légère. Il se souvient des visages excités des villageois qui lui disaient de les conduire et d'utiliser la maison du chef. Cela dit, l'endroit avait plus besoin d'être rénové que d'être nettoyé. Le nouvel occupant commence par jeter les objets aléatoires dont il ne voudra pas vraiment. Telle la déesse qu'elle est, April lui tend la main. Elle n'aime pas ce genre de travail et souhaite également rendre l'endroit confortable pour elle. Cela le fait s'incliner et redevenir poli en signe de gratitude. D'un simple claquement de doigts, les environs furent consumés par une lumière vive et tout à coup, il y eut une télévision et une console. Le quartier avait complètement changé et ressemblait désormais à une maison japonaise relativement moderne. Haru a été choqué de voir un sol en tatami et une télévision à tube cathodique, mais c'est exactement ce qu'il avait imaginé dans son esprit. En ajoutant, April dit fièrement que l'électronique fonctionne. Faisant plaisir à sa surprise, elle agite la main et allume la télévision. Au lieu de diffuser des films ou des émissions, la vidéo était une diffusion en direct du jeune homme lui-même. Elle dit que le regarder est bien plus amusant que n'importe quel programme. En allant encore plus loin, elle lui ordonne de faire quelque chose et il est choqué de voir son image devenir toute carrée. Il était composé de polygones, censés correspondre à l'époque du revêtement de sol et de la télévision CRT. En d'autres termes, le mobilier et les électroménagers étaient en phase avec la qualité de la pièce. Haru touche doucement le tatami. C'était parfait et il n'aurait jamais pensé expérimenter une pièce japonaise traditionnelle dans un autre monde. Confuse, la divinité dit que tout le matériel nécessaire était disponible, à l'exception de la télévision. S'il s'agissait uniquement de transformer du bois et des matériaux naturels, tous pourraient y être assemblés. Elle propose de tout restituer s'il ne l'était pas et obtient un rejet poli. Passant à autre chose, il pense à Kimon et à la manière de négocier leurs désirs et leurs besoins pour le village. Outre ce dont ils ont besoin, il doit également identifier les choses qui doivent absolument être évitées. Depuis qu'on lui a dit d'arrêter de lire dans ses pensées, April lui demande s'il envisage de se procurer des armes de mauvaise qualité. Ce n'est pas la pire chose, car ils peuvent toujours vérifier les objets avant de finaliser l'échange. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est que le commerçant annule la transaction en cours de route. C'est quelque chose qu'il a déjà vécu en tant qu'esclave ordinaire d'une entreprise. Une tactique classique des entreprises noires offre d'énormes avantages et salaires pour attirer les candidats. Mais lorsqu'ils adhèrent, les revenus sont basés sur des commissions ou ne peuvent être réalisés que par une poignée de personnes. Une fois que vous êtes à l'intérieur, partir devient assez difficile, donc le problème est de se couper après avoir été attiré. Quant aux marchands, ce sera gênant s'ils coupent le village ou augmentent les prix en pleine guerre, c'est pourquoi un contrat stable est nécessaire. À ce moment-là, quelques coups furent frappés à la porte. Ito entra pour annoncer l'arrivée de Kimon, mais fut choqué par les changements intervenus dans la maison. Haru explique qu'il l'a rénové pour le rendre un peu plus confortable, mais c'est bien plus que cela. Avant de pouvoir poursuivre sa réflexion, l'étranger dit qu'il a quelque chose à demander. Quand on parlait du contrat du chef précédent et du seigneur, c'était comme s'il était lié par magie. Le villageois le confirme. Même s'ils ne connaissent pas les détails. Il s'agissait d'informations importantes et utiles pour leurs futures transactions. Haru se demande s'il y avait un document pour le contrat, mais le chef décédé s'est occupé de tout cela. Heureusement, il y avait un certain endroit où étaient conservés les objets importants. Le nouveau chef regarda autour de la pièce, espérant que cela pourrait être quelque part là-bas, mais il venait de complètement remodeler la maison il y a quelques instants. Cette douloureuse prise de conscience le frappa et il resta assis maladroitement en silence, touchant le sol en tatami.
April riait devant la télévision, mais heureusement, elle remarqua le changement d'ambiance. Elle propose de le changer, au grand soulagement de son partenaire. Grâce à cela, ils peuvent naviguer dans la vieille maison et parcourir des éléments qui auraient pu être importants. Ito se souvient d'un crâne que le chef semblait apprécier, mais il n'y avait rien de tel dans la pièce, même s'il l'avait examiné attentivement. Un tel objet aurait dû ressortir. Alors, il se demande si c'était caché quelque part. À ce moment-là, Haru se souvient de ses premiers instants dans la maison où il jetait des objets au hasard dehors. Il se dirige rapidement vers le tas de déchets près du bâtiment et voit enfin le crâne qu'il cherchait. Voyant une ligne traversant le crâne, il se demande si le contrat était caché à l'intérieur. Il essaie de l'ouvrir sous les yeux des deux hommes. Cependant, une énergie sombre jaillit dans l'air dès que le crâne est ouvert, une étrange faucheuse ressemblant à un être apparu tenant une faux courbée alors qu'elle les regardait fixement. Avec un équipement jamais vu auparavant, il chargea l'homme qui avait interrompu son sommeil. Haru réagit instinctivement et rassemble une énorme boule de magie dans sa paume. N'ayant pas assez de temps, il lâche le contrôle et tire une énorme explosion de pure magie. Il s'est lancé en avant, traversant les arbres et traversant le village. L'expression du lanceur de sorts était compréhensible, car il était trop surpris pour penser à la modération. Devant lui se trouvait la forêt, rasée jusqu'au sommet, car elle souffrait de son faisceau effréné. Tandis qu'April riait avec amusement, Ito s'inquiétait pour Kimon, qui venait d'arriver. Le marchand se tenait là, sous le choc, survivant à peine après que le sort ait effleuré le chariot. Reconnaissant le nom, Haru se souvient que son invité était là et craint qu'il n'ait tué son futur allié. Il s'occupe rapidement du marchand, qui est heureusement indemne et jovial. Confirmant que l'homme en face de lui était le nouveau chef du village, Kimon s'inclina poliment et gracieusement, se présentant tout en respirant la dignité. Légèrement pris au dépourvu, Haru se présenta précipitamment au marchand. Pour l'instant, les deux hommes sont d'accord pour se rendre ailleurs pour parler en privé. Ils se tournent vers Ito et demandent le plus grand terrain où ils sont autorisés à aller. Heureusement, il y a un immense champ de pommes de terre à proximité et ce n'est pas encore la saison des récoltes, donc ça devrait aller. En un rien de temps, les deux hommes se retrouvent sur le champ labouré. Haru remercie Kimon d'être venu jusqu'ici, mais il sourit simplement et dit que c'est sa première rencontre dans un tel endroit. L'étranger explique qu'un espace ouvert comme celui-là réduira les risques d'écoute indiscrète. C'est le même principe que les réunions sur les terrains de golf, où les personnes impliquées peuvent facilement voir si quelqu'un suit. En fait, beaucoup de gens considèrent les terrains de golf comme plus confidentiels que les salles de réunion fermées et exiguës. Le marchand est intrigué, n'y ayant jamais pensé de cette façon. C'est en fait une compétence qu'il a acquise il y a longtemps, alors qu'il travaillait encore comme esclave dans une entreprise. Kimon loue à la fois sa force et sa sagesse après avoir entendu parler de sa victoire sur une bête terrestre. C'est ainsi qu'ils appellent ces créatures dans la région. Mais ils sont également connus sous le nom de monstres environnementaux. Haru ne connaît aucun des deux termes, mais comprend qu'il doit parler du seigneur qui l'a tué. Le nom de bête terrestre vient du fait que leurs tailles sont comparables à des masses de terre et que les monstres environnementaux suivent la même logique. Normalement, les chasser comporte un risque élevé et une faible récompense. Alors les chefs les laissent tranquilles. Cela dit, le jeune homme ne peut pas en dire autant puisqu'il a failli être sacrifié à un seul. Les villageois ont de la chance d'être libérés du monstre. Et il est presque impossible pour une si petite ville d'être en sécurité. C'est assez risible, sachant qu'il a failli mourir après son arrivée là-bas. Passant à autre chose, il parle enfin d'acheter des armes et de payer sous forme de Valencia. Haru le confirme, affirmant qu'il est capable d'obtenir le paiement grâce à ses compétences. En tant que tel, Kimon est heureux de leur vendre des marchandises de haute qualité, mais uniquement en échange d'or. Le jeune homme est perplexe et se demande pourquoi le mode de paiement qu'il lui propose a été rejeté. On lui a dit que la vente continue sous contrat pourrait s'avérer difficile. Le village visait en effet à obtenir son indépendance, mais son plan de défense restait flou. Il s'en rend compte maintenant aussi. Tout d'abord, ils auront besoin de leur propre force de défense pour protéger le village. Cela peut paraître dur, mais sans le soutien du seigneur, il serait impossible de maintenir des effectifs pour le combat et le travail à long terme, surtout pour un village aussi petit. Ils auront besoin d'une force permanente distincte, capable de se défendre contre les ennemis. Au moins à court et moyen terme, un niveau de défense de base devrait être gérable. Haru vise avec confiance l'objectif sur une période plus longue. Lorsqu'on lui demande comment il va s'y prendre, il fouille dans sa poche et en sort un autre Alancia. Ayant facilement accès au financement, il a demandé à Kimon de le présenter à des mercenaires capables de les protéger. Le marchand était extrêmement satisfait, car le jeune chef continuait à dépasser ses attentes.
Avec une perspicacité remarquable, il choisit un lieu de discussion isolé et songea immédiatement à embaucher des mercenaires. Haru le regarde maladroitement et rougit, pas habitué à être félicité. Kimon peut certainement le présenter aux personnes qu'il recherche, mais ne peut pas négocier en leur nom. Bien que leurs emplois puissent sembler similaires, la plupart ont des valeurs différentes et n'aiment pas avoir des commerçants comme intermédiaires. D'ici un jour ou deux, il sera en mesure de lui préparer des informations vérifiées malgré d'étranges demandes. On lui demande s'il conclut également des accords avec l'information. Tout en le confirmant, l'homme digne affirme qu'il ne s'occupe que de questions de vie et de mort. La déclaration glaciale ne dure pas très longtemps, car il admet que c'est juste une blague pour détendre l'ambiance. Haru dit qu'il aimerait acheter des informations et des connaissances qui pourraient leur être utiles. Puisqu'il souhaite un partenariat à long terme, il demande conseil sur les points sur lesquels le village devrait se concentrer. Kimon est intrigué par cette question inattendue. S'ils continuent à dépendre des ressources naturelles, ils seront inévitablement confrontés à l'effondrement, tôt ou tard. Ils ne peuvent pas non plus compter éternellement sur Alancia et ont besoin d'une économie autonome pour assurer leur stabilité. On demande à nouveau à l'homme chevronné comment il suggérerait de procéder ainsi. Il ne peut s'empêcher d'admettre qu'il souhaite déjà une relation à long terme avec quelqu'un qui pense de cette façon. Cependant, pour ce faire, il doit d'abord comprendre leur situation actuelle et devra voir leur carte pour décider de la méthode. Haru énumère les choses en commençant par Alancia et ses propres capacités, puis se tourne prudemment vers April. En lisant dans ses pensées, elle lui sourit avec un pouce levé, lui permettant de révéler explicitement qu'il a la bénédiction d'une déesse. Kimon a une demande et dit qu'il y a une bête gardienne autour du village qui a récemment disparu. Haru pense au monstre qu'il vient de tuer il y a quelque temps. Lorsqu'une telle créature meurt pour une raison quelconque, l'écosystème commence à se comporter différemment. En fait, les habitants du village subissent également ces signes de comportement. Les humains changent de vie lorsqu'ils sont libérés de la présence d'une bête gardienne. Ceci est normalement gérable, mais le problème réside dans les monstres et les bêtes sauvages qui entourent la zone. Haru n'y avait pas pensé, surtout pas qu'ils allaient soudainement commencer à attaquer les humains, ce qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Cela pourrait être comparé à un jeu avec une proie sur le territoire de quelqu'un d'autre. L'étranger comprend l'analogie et s'inquiète de ce que de telles choses se produisent. Pour éviter cela, le commerçant aimerait lui demander quelque chose. Après la mort du gardien, il doit enquêter sur tous les animaux susceptibles d'attaquer les humains. C'est une demande cruciale pour établir une relation avec Kimon, alors il promet de le faire immédiatement. Il y a autre chose qu'il aimerait suggérer, mais ce n'est pas un travail cette fois. Avec un sourire sincère, il demande au jeune homme de devenir officiellement chef du village. Honnêtement parlant, c'est la seule raison pour laquelle le commerçant s'est engagé dans la transaction. Il connaît le village depuis un certain temps déjà, et malgré le travail acharné des habitants, il ne servait à rien d'établir des relations commerciales s'il n'était pas là avec eux. Haru a des sentiments mitigés quant au fait d'être la seule raison de cela, mais April lit dans ses pensées et lui rappelle que c'est exactement ce qu'elle fait aussi. Elle trouve mignon qu'une personne favorisée par un dieu soit si troublée d'être appréciée par un simple marchand. Avec cela, il n'a aucune autre réfutation à mentionner. Kimon lui demande de convaincre les villageois de lui permettre d'assumer ce rôle. Peu de temps après, il est surpris de constater qu'Ito lui a été extrêmement favorable. Il appelle même les habitants derrière lui qui clament de tout cœur leur confiance en lui. En fait, beaucoup d'entre eux pensaient qu'il était déjà leur chef et le jeune homme était le seul à ne pas encore le penser. Toujours sceptique, il demande s'ils en sont sûrs et s'il n'y a pas de qualification requise pour le rôle. On lui dit que cela n'existe pas tant qu'il est fort. L'approche pratique consiste à trouver quelqu'un qui puisse assurer la pérennité du village et de ses habitants. Haru demande une dernière fois s'ils sont d'accord qu'il devienne leur chef de village. Tout le monde a applaudi en signe d'affirmation et leurs sourires ont rempli la pièce d'une luminosité chaleureuse et inconnue. Il leur rend leurs meilleurs vœux. À partir de ce jour, les membres disponibles seront chargés d'arpenter les champs, mais comme il ne connaît pas encore très bien la région, il a besoin de leur aide pour identifier tout changement notable. Avec cela, il parcourt toute la zone, regardant à travers les bois et les rivières à proximité. Il remarque quelques grosses égratignures sur les arbres à proximité et rencontre même une énorme bête ressemblant à un porc. Heureusement, le nouveau chef y parvient rapidement, pour le plus grand plaisir de ses électeurs.
Kimon visite à nouveau le village après un certain temps, apportant cette fois les armes dans le cadre de leur accord commercial. Désormais armés d'armes et de boucliers, les villageois apprennent à chasser un autre monstre porcin et à le tuer avec succès sous la direction de Haru. Des créatures plus grandes et plus fortes arrivent bientôt dans la ville, y compris des ennemis ressemblant à des anguilles de la rivière et même l'arachné qui terrorise toujours leur maison. Les choses étaient différentes cette fois et le combat s'est terminé avec la main sur un autre orbe d'Alancia. Les bêtes qui ont attaqué ces derniers jours sont toutes attachées et rassemblées pour être remises à Kimon, qui lui indique même les zones où elles ont été trouvées. Haru demande s'il s'attendait simplement à ce qu'il collecte des informations et n'abatte pas complètement les bêtes. Le marchand dit qu'il l'avait compris et qu'il était plutôt surpris de constater que les villageois semblaient avoir chassé les bêtes ensemble. Le chef le confirme et les habitants derrière sourient fièrement de leur travail. À l'époque, Kimon disait que faire du commerce avec le village n'avait aucune valeur sans Haru pour les diriger. Après avoir entendu cela, le chef a décidé d'augmenter immédiatement la valeur de sa maison. Comme il ne peut pas toujours être là, il doit s'assurer que les choses peuvent se gérer sans lui. Les réalisations réalisées en si peu de temps suffisent à inciter Kimon à repenser son évaluation de lui et des villageois. Les deux parties étant plutôt satisfaites l'une de l'autre, elles se sont serrées la main et ont convenu de travailler ensemble pendant très longtemps. Alors qu'ils ne font que commencer, le commerçant a déjà une nouvelle tâche à lui confier. Puisqu'il est un nouveau chef, ce serait bien que les villageois profitent des récompenses de la récente mission. En tant que tel, il paiera en espèces au lieu d'un échange de troc, du moins pour le moment. La proposition confond Haru, mais la mention de l'argent liquide suscite une vive réaction de la part des habitants, dont les yeux pétillaient d'enthousiasme. Il est surpris, ne s'attendant pas à ce qu'ils soient aussi ravis. Avec cela, Kimon prend les devants et passe en revue les détails des avantages. L'affaire continue avec les tas de monstres derrière eux. Tout d'abord, la fourrure extraite d'un animal ressemblant à un renard appelé Fury est un produit populaire connu pour sa durabilité et sa chaleur. En d'autres termes, Kimon est tout à fait disposé à acheter le matériel s'il est bien traité. S'il s'agit des villageois, il garantira même un achat immédiat en espèces. Encore une fois, la mention du fait d'être payé allume rapidement les habitants, même s'ils ne se sont pas encore mis d'accord sur un prix. Pour un village dont l'activité principale est l'agriculture, avoir de l'argent sous la main est extrêmement rare. Haru comprend enfin. La chasse et les récoltes ne fournissent que des biens périssables, difficiles à stocker comme actifs. D'un autre côté, l'argent conserve sa valeur pendant longtemps, ce qui signifie qu'il peut plus facilement accumuler de la richesse. Il est tout à fait naturel qu'il soit enthousiasmé à l'idée de disposer de fonds stables. April intervient, disant qu'il doit le comprendre comme quelqu'un qui a grandi dans une situation financière instable. Plus tard, Haru dirige son peuple armé de flèches et de lances. Une furie saute d'un arbuste et est immédiatement abattue par les chasseurs. Il l'examine, ne sachant toujours pas comment traiter l'animal. Les plus petites créatures sont assez faciles à entretenir pour les enfants et les adultes peuvent ensuite apprendre à les dépecer et à les écorcher. Bientôt, la peau et la fourrure transformées furent toutes disposées sur la table et les personnes qui travaillaient dessus ensemble étaient toutes de bonne humeur. Quelque temps plus tard, quelqu'un de nouveau arrive dans une calèche. Les saluant avec un sourire, le jeune homme confirme l'identité de Haru. Il se présente comme Kura, un marchand ambulant qui connaît Kimon. Voyant la confusion du chef, il explique et dit qu'il est là pour le rachat des fourrures. En entendant cela, les oreilles de tout le monde se dressent et quelques villageois proposent d'apporter les marchandises sur place. Le nouveau venu promet de payer équitablement. Juste après l'évaluation également, les hommes se déplacent rapidement, se précipitant même pour le dire aux autres membres du village présents. Resté avec seulement eux deux, Haru ne peut s'empêcher de se sentir mal à l'aise à cause du regard du jeune homme. Kura s'excuse et partage qu'il était simplement curieux de savoir quel type de personne il serait. Après tout, même Kimon le traite avec une attention particulière. Il était tout à fait inhabituel qu'un commerçant effectue des déplacements spéciaux pour des rachats dans des villages de sa taille. Habituellement, c'est l'inverse, et les marchandises sont amenées aux commerçants. Après tout, voyager personnellement sur place implique des frais de déménagement et comporte des risques de vol et d'attaque de monstres. La fourrure de Fury, c'est bien, mais c'est un objet accessible aux gens ordinaires, ce qui signifie que le profit n'est pas si grand. Kimon vend habituellement de la fourrure haut de gamme à des clients fortunés,
Il est donc surprenant qu'il conclue une si petite affaire. Faire tout son possible pour gérer des biens non rentables juste pour maintenir une relation signifie qu'il y a quelque chose d'impressionnant chez la personne avec qui il travaille. Les yeux de Kura brillaient de respect et d'intérêt et il demanda quelques conseils au chef. Haru essaye d'être humble, hésitant à partager ses connaissances modernes avec le garçon trop excité. Alors que le marchand continuait à insister pour obtenir des leçons, les villageois sont arrivés juste à temps avec des sacs de fourrure. Cependant, il continue de flatter et de demander de la sagesse. Ito surprend et s'éclaire rapidement. Il prend Kura par surprise et le félicite d'avoir immédiatement reconnu la valeur de leur chef. Se montrant hautain, il raconte sans cesse comment il l'a amené au village. Haru doit arrêter leurs acclamations et ramener l'attention sur l'échange qu'ils allaient en faire. Ainsi, les marchandises sont enfin inspectées et soigneusement évaluées une par une. En les regardant, April trouve Kura sincère et ressemblant aux villageois, qui le regardent avec admiration. La seule différence est qu'il respecte et admire Kimon plus que le chef. De même, il le compare au nouvel employé d'une entreprise qui veut toujours surpasser ses aînés. Les personnes sincères se définissent par leur volonté d'avancer sans flexibilité. Même alors, comparé à Haru, qu'elle considérerait comme légendaire, les autres sont juste dans la moyenne. Lors de cette évaluation, les deux garçons passionnés nouent une étrange complicité. Kura prend congé peu de temps après et est expulsé avec de chaleureuses vagues d'au revoir. L'accord finit par donner au village une pile d'argent et de pièces de monnaie sur la table et leurs yeux pétillent d'émerveillement en regardant l'argent. C'était en fait une petite somme, mais elle était extrêmement précieuse pour les gens qui n'en ont presque jamais. Cela dit, ils remirent tous joyeusement à Haru une grosse pile, disant que c'était sa part. Voyant sa confusion, April dit que c'est une sorte d'hommage, en reconnaissance de ses efforts. Bien qu'ils comprennent leurs sentiments, ils déclinent poliment l'offre à leur grande surprise. Ils ont enfin de l'argent et ils avaient probablement déjà des plans sur l'endroit où l'utiliser. Cela dit, ils n'ont pas à s'inquiéter de lui donner une ressource aussi limitée. Les gens pensent que ce n'est pas bien de ne rien lui donner car ils veulent partager la joie avec tout le monde. Leur insistance se fait plus forte, il n'a donc d'autre choix que de les calmer en acceptant de la nourriture. Enchantés, ils se précipitent vers leurs réserves personnelles pour récupérer quelque chose qu'ils peuvent donner. Au bout d'un moment, des tas d'alcool, de légumes et de nourriture quelconque furent rassemblés devant la maison du chef. Les sourires s'étalèrent sur leurs visages lorsqu'ils remirent les marchandises, mais il y en avait suffisamment pour lui tenir plus d'un an. Haru remarque alors quelque chose. Les tonneaux étaient couverts de moisissures et les sacs étaient percés de petits trous autour. Les rats ont réussi à s'y introduire malgré tous leurs efforts et il fait généralement très humide à cause des pluies abondantes. L'étranger essaye de se souvenir de quelque chose qu'il a entendu une fois en classe. Il existe une méthode de stockage qui permet d'aérer et de contrôler la moisissure. À la surprise générale, il affirme qu'ils ne sont pas vraiment obligés de renoncer à toutes leurs denrées périssables. Avec son grand plan, ils construiront un hangar qui empêchera les rats d'entrer et empêchera complètement la moisissure. Après un certain temps, un hangar de stockage surélevé a été construit au milieu du village. Haru sourit de joie, car c'était exactement à quoi il imaginait que cela ressemblerait. Toujours confus, les autres se demandent pourquoi il était dans une forme si étrange. C'est ce qu'on appelle un entrepôt de style étage élevé. La forme réduit le risque d'endommagement par le sol, ainsi que les risques de développement de moisissure. Inconnus, les gens sont choqués de l'entendre. De plus, les plateformes supplémentaires sur les piliers qui surélèvent le bâtiment ont un but précis. Ils sont appelés garde-rats et sont censés empêcher les rongeurs de grimper dans le stockage. Tout le monde est émerveillé par l'innovation. Et même si cela présente d'autres avantages, Haru propose d'abord d'aider toutes les personnes intéressées à reconstruire leur entrepôt. Toujours aussi vaillant, le chef propose même de tout financer en vendant davantage de fourrure. Ils hésitent au début, mais Ito fait le premier pas, affirmant qu'un refus serait impoli à ce stade. En entendant leur sincérité, le jeune homme pleure de gratitude. Sur ce, il dit qu'il n'a qu'une faveur à leur demander. Cela les rend joyeux, extrêmement heureux d'aider. April, qui regardait d'en haut, ne comprend pas à quel point il peut être agréable d'apporter une véritable joie aux autres. Après tout, elle n'est pas le genre d'existence largement reconnu par le public. Contrairement aux dieux ou aux esprits communs, elle n'est pas vénérée ni remerciée par les prières du peuple. Il est surpris de l'entendre partager cela et lui demande si elle aimerait vivre cela.
Soudain rougissante et timide, la dame dit que ce ne serait pas trop mal et essaie de toute urgence de changer de sujet. Il a mentionné plus tôt les autres avantages du hangar et note maintenant à quel point il serait difficile de grimper sans échelle. Contrairement à la déesse, les gens ordinaires ne peuvent pas non plus sauter aussi haut et c'est honnêtement un problème pour les humains d'utiliser le bâtiment. Il en va de même pour le pillage, qui ne serait pas très difficile à réaliser. Il avait préparé cela en pensant à Marco, certain qu'il reculerait si doucement. Il fera probablement un geste bientôt, comme un vol ou trouver des failles dans le contrat. Les moyens de modifier les règles ne manquent pas, et c'est un adversaire particulièrement méchant. Il n'est pas indigne du Seigneur de faire quelque chose d'odieux, et d'agir comme s'il s'agissait d'un accident accidentel. Par exemple, un glissement de terrain soudain sur un membre du village, ou une horde de monstres attaquant soudainement. Si tout cela n'était qu'une coïncidence, leur contrat resterait techniquement intact. Il n'a pas l'air du genre à être assez intelligent pour organiser une telle chose, mais il vaut mieux être préparé. April rebondit, amusé par son petit jouet comme d'habitude. Il parle de ces clichés et elle ne peut s'empêcher d'être amusée par eux. Haru lui fait plaisir, laissant tomber une autre doublure. À ce moment-là, leur temps ensemble est interrompu par les appels d'Ito. Ils ont une version approximative de ce qu'il leur a demandé de faire plus tôt. Cela a été réalisé extrêmement rapidement, ce qui était compréhensible pour quelqu'un que tout le monde respectait. En entendant que les artisans étaient ravis, la déesse regarda avec confusion. Il se dirige vers une autre zone où le chef est accueilli avec éclat et montre fièrement les fruits de son travail. Devant eux se trouvait une statue en bois grandeur nature d'April, joignant les mains en signe de prière. Le modèle est surpris de le voir, tandis qu'Haru les félicite simplement de l'avoir rendu si semblable à la divinité. Les villageois sont choqués d'apprendre qu'il peut réellement dire à quoi elle ressemble. Tandis qu'elle rougit encore d'appréciation, les humains acclament leur chef, capable d'un exploit aussi incroyable. En ce qui concerne April, il dit qu'elle était tellement concentrée sur la télévision qu'ils ont réussi à créer la surprise. Il sourit et l'encourage à cesser de vivre dans le passé et de rater le futur. S'adressant à nouveau à son peuple, il leur dit de procéder comme prévu. Ils doivent veiller à en faire une véritable statue puisqu'ils l'utiliseront pour offrir des prières et de la gratitude à la déesse qui veille sur le village. April sourit en entendant cela et dit qu'elle y réfléchira s'il continue à se divertir. D'une manière somptueuse à proximité, Marco tambourinait impatiemment de ses doigts sur la table. Avec un sourire sournois, il pense à Haru qui a eu un accident tout seul. Un jour, Haru tenait soudain une longue lance en signe de satisfaction. Kura dit qu'il est fabriqué avec du bois solide mais flexible, ce qui est parfait pour l'arme qu'il a commandée. Le matériau du fer de lance est également soigneusement sélectionné, car ils ne lésineront jamais sur un client apprécié par Kimon. Plusieurs pièces arrivèrent en très bon état, et le chef ne put s'empêcher d'admirer les affaires apportées par le marchand. Comme d'habitude, Kura part juste après avoir réglé les choses, et les villageois se rassemblent autour des nouvelles armes. Tenant les longues tiges de bois, il confirme que seules des lances ont été commandées cette fois-ci, et soupire de déception, car il s'attendait à tenir des épées comme des chevaliers. Haru s'excuse sincèrement, disant qu'il avait ses raisons, et il précise à la hâte que ce n'est pas de sa faute. Ne regardant pas dans sa tête cette fois, April lui demande également d'expliquer son choix d'armes. Il y a deux raisons principales. Le premier est le coût, car les épées entièrement en fer sont nettement plus chères. En fait, une épée vaut 6 fers de lance, et les manches en bois ne coûtent pas cher non plus. Cela lui permet d'équiper plus de personnes à la fois, et la deuxième raison est quelque chose qu'il montrera directement. Il rassemble les gens en groupe et leur demande de saisir les perches sans lame. Étonnamment, il permet à toute personne d'adhérer, sans distinction d'âge et de sexe. Un groupe diversifié se rassemble et reçoit pour instruction de soulever le bois en hauteur. En utilisant le rebond, on leur demande ensuite de les projeter au sol. Un bruit aigu retentit lorsque les pointes touchèrent le sol et les villageois furent étonnés par l'énergie générée. La raison en est leur longueur, qui leur permet de causer beaucoup de dégâts avec peu de force. De plus, tout le monde est habitué au mouvement de balancement puisqu'il s'apparente à ceux qui se font dans les fermes. Il répète le mouvement plusieurs fois, puis Haru se tourne vers le groupe restant et demande si quelqu'un peut résister au coup. Presque tout le monde hésite en voyant le claquement des bâtons, mais le gars autoproclamé le plus dur du village intervient, voulant tenter le coup. Puisque ceux qui détenaient les armes étaient des enfants et des personnes âgées, il est sûr qu'il ne sera pas blessé. Avec cette confiance, il traverse la vague de balançoires, mais se retrouve rapidement au sol et hurle de douleur. L'homme musclé gémissait et gémissait après un seul coup du groupe soi-disant faible.
Heureusement, la démonstration fait valoir le point de vue de Haru et il leur dit d'imaginer les dégâts une fois qu'ils auront attaché les lames et formé des groupes encore plus grands. Avec un clin d'œil effronté, il suggère qu'ils pourraient même être capables de se dresser contre les chevaliers. Comme d'habitude, ces paroles mettent tout le monde de bonne humeur. April comprend également que la raison d'être de cette arme est de rendre les choses conviviales pour les débutants. De plus, les personnes inconnues hésitent souvent à balancer les lames, mais imiter les mouvements effectués en agriculture devrait réduire cette hésitation. Avec une tension mentale minimisée, le combat devient moins inconfortable et coûte moins cher. À ce moment-là, il se tourna vers la forêt en entendant un mouvement. Un monstre araignée se dirigeait vers eux, ce qui étonnamment venait assez souvent. Les villageois commencent à paniquer, mais on leur dit de s'aligner cette fois avec des lances qui ont des pointes. Faisant ce qu'on leur dit, ils se mettent en formation avec des armes beaucoup plus meurtrières. Une fois qu'ils ont dépassé leur timing, il ne leur reste plus qu'à utiliser toute leur force pour claquer. Les villageois ont tenu bon face à Arachné qui chargeait. Ayant trouvé le bon timing, ils levèrent les lances ensemble et attendirent. Suivant le signal du chef, ils visèrent et balancèrent aussi fort qu'ils le pouvaient. Le monstre hurla tandis que les lames lui déchiraient la peau, mais les humains n'en eurent pas fini et levèrent à nouveau leurs armes. Ils se balançaient encore et encore, générant plus de force à chaque coup à mesure qu'ils s'habituaient au mouvement. Peu de temps après, le barrage s'est arrêté et ils haletaient d'épuisement. Les arachnés furent complètement vaincus et ils se réjouirent du succès de leur première défense utilisant les lances. C'était incroyable qu'ils aient réussi cela sans que le chef n'intervienne, et Haru était en fait le plus heureux d'entre eux. Il a félicité et regardé son peuple célébrer, notant également l'excellente qualité des outils fournis par Kura. Avec cela, la gestion des monstres devrait être gérable à condition qu'ils viennent un à la fois. Fort de la victoire, il encourage tout le monde à s'entraîner tous les jours, mettant en avant une suggestion à laquelle tout le monde accepte volontiers. À ce moment-là, April sent quelque chose qui ne va pas et se tourne vers la forêt. Une autre arachnée en sort et Haru est déconcerté par leur apparition continue. Ito lui dit de leur laisser le soin, confiant qu'ils peuvent en retirer un autre. Cependant, les choses se compliquent lorsqu'une deuxième araignée rejoint la première. Ce n'est pas la fin et une horde entière est apparue, s'étendant au plus profond de la forêt. Alors que des frissons parcouraient le dos des villageois, le chef leur a demandé de rebrousser chemin et de lui laisser les choses. Ils hésitent au début, mais on leur rappelle que c'est lui qui a nettoyé tout leur nid et qui ne perdrait jamais face à un si petit groupe de monstres. Convaincu, Ito ramène le reste du groupe chez eux et donne au leader un espace pour travailler. À en juger par une estimation rapide, Haru y compte environ 50 monstres. Ce n'est pas grave, et la plus grande question est de savoir pourquoi ils attaquent continuellement et en si grands groupes. Après tout, leur espèce n'est pas du genre à se déplacer collectivement. En d'autres termes, il y a un cerveau qui manipule l'essaim. En y regardant de plus près, April voit une silhouette cachée derrière les arbres et dit qu'il n'est peut-être pas si faux après tout. Des yeux rouges et brillants regardaient, attendant que l'arachnée attaque. Les araignées sont nombreuses mais trop faibles pour quelqu'un d'aussi fort que Haru. Il fait un travail rapide et les élimine tous en quelques instants. À ce moment-là, April dit qu'il y en a un de plus qui se cache parmi les arbres. Voyant la silhouette comme elle disait, il disparut de là où il se tenait et apparut derrière le coupable en un clin d'œil. L'homme est choqué de le voir là, mais n'a même pas le temps de réagir car le chef lui donne un profond coup dans le ventre. Le seul coup de poing le tue presque sur le coup, ce qui signifie qu'Haru ne peut même pas remettre en question son identité et ses motivations. Heureusement, April est là pour donner un coup de main en tant que divinité vénérée par la ville. Il semble que la statue lui plaisait beaucoup. Claquant des doigts, elle demande à l'homme sur qui il est sur l'île, c'est un dompteur de monstres de la guilde. Et il est venu là-bas sous les ordres du seigneur. Le visage ennuyeux et louche de Marco leur vient à l'esprit. Apparemment, il a ordonné que les personnes susceptibles de devenir gênantes soient éliminées le plus rapidement possible. Réalisant ce que cela signifiait, une sensation lourde frappa la poitrine du chef. Il se retourne et voit le village en feu. L'homme n'en sait pas plus, affirmant que son rôle était de l'occuper pendant qu'une autre équipe attaquait. Après tout, le seigneur n'était pas du genre à simplement pardonner à ceux qui le trahissent. Haru le jette et retourne précipitamment dans son village. Les maisons étaient consumées par les flammes et des personnages encagoulés entraient pour tuer les habitants. Ils se jetèrent sur les victimes, qui tremblaient alors qu'elles tentaient de se défendre avec leurs nouvelles lances. Heureusement, ils ne s'approchent même pas suffisamment, car le chef élimine la plupart d'entre eux en un éclair. Les envahisseurs restants sont choqués et se demandent si le dompteur de monstres n'a pas réussi à l'occuper. Voir leur chef dissipe la peur du cœur des villageois, mais il y avait déjà un certain nombre d'entre eux blessés.
Avec cela, on leur dit de se replier et de prodiguer des soins médicaux pendant qu'ils s'occupent de la situation. Un homme l'identifie comme le leader. Il reconnaît le talent de Haru, mais refuse de croire qu'il a tué 50 arachnées d'un coup et dit qu'il a dû les libérer du contrôle de l'entraîneur. Il s'agit d'une équipe d'assassins entraînés, chacun assez fort pour affronter seul 100 araignées. En souriant, ils disent aussi qu'il a gâché sa seule chance, qui était l'attaque sournoise de plus tôt. Haru se leva alors qu'il continuait à jubiler, mais disparut soudainement de leur vue. L'assassin arrogant a retrouvé son corps décollé du sol, projeté par un coup de poing dans le ventre. Avec un sourire moqueur, le jeune homme lui demande de se répéter, et les autres se contentent de s'inquiéter pour leur patron, surpris. Ils ont osé s'en prendre à son village, et maintenant, il était temps d'en assumer les conséquences. Les assassins chargent, mais il n'en faut pas beaucoup au chef pour les envoyer tous s'envoler loin de son village bien-aimé. Frappé à quel point il était maîtrisé, le patron était figé, incapable de bouger, alors que Haru se précipitait pour porter le coup final. Avec cela, les envahisseurs sont tous pris en charge. S'ils rêvent de blesser leur village, ils devraient au moins amener une bête gardienne. Il se dirige rapidement vers la salle et vérifie les citoyens blessés. Grâce à sa réponse rapide, aucun décès n'a été enregistré et les blessés sont hors de danger. Ils utilisent Elencia pour guérir tout le monde, car il s'agit essentiellement d'un médicament miracle à part entière. Heureusement, il y en avait en stock et ils ont pu récolter plus récemment. Une voix penaude appela le chef et lui rapporta avec regret que les assaillants avaient cassé leur lance nouvellement achetée. Tout le monde voulait chérir les armes parce qu'ils avaient vaincu l'arachné en les utilisant. En regardant les morceaux de bois brisés à côté de ses blessés, Haru brûlait de colère contre leurs assaillants. Cela dit, il feint de sourire et dit d'un ton rassurant qu'ils peuvent maintenant simplement en commander davantage. Ils ont maudit le seigneur qui a même osé blesser des enfants et cherchent maintenant à riposter d'une manière ou d'une autre. Partageant leurs sentiments, le chef leur demande sèchement de lui apporter une carte montrant les manières du seigneur. Enragé, il avait l'intention de tous les détruire. Alors que les villageois s'équipaient d'armes et d'armures, une personne familière tend à Haru un morceau de parchemin roulé. C'était Kura livrant une carte directement de Kimon lui-même. Le chef est surpris d'entendre cela, d'autant plus lorsqu'il voit la carte elle-même qui montre son village au centre. Une ville agricole isolée étant au centre d'une carte était tout à fait inhabituelle, car elle devait généralement mettre en évidence les grandes villes ou nations. Il demande s'il contient également les emplacements des résidences du seigneur et on lui montre les symboles supplémentaires. Il y avait des structures marquant le parchemin et indiquant ce qu'il cherchait. Bien qu'il y en ait 7 au total, il est confirmé que Marco réside dans celui le plus proche du village. Il est toujours au premier rang, prêt à intervenir et à faire ce qu'il veut. Haru exprime sa gratitude à Kimon et promet de venir le remercier personnellement bientôt. Cela dit, il a dû préparer la carte spécialisée à l'avance après s'être attendu à ce qu'elle soit nécessaire. Il ne faut pas beaucoup de temps aux villageois pour s'organiser et arriver à proximité du domaine le plus proche du seigneur. Il n'y avait pas de gardes à l'extérieur, mais les murs épais et hauts donnaient plutôt l'impression d'une forteresse. Lorsqu'on lui demande ce qu'ils allaient en faire, Haru ouvre sa paume et emprunte calmement une lance. Le tenant fermement, il leur dit de surveiller attentivement et retire son bras. Il vise, concentre et rassemble sa puissance dans tout son corps. En un instant, il lance la lance vers l'avant. Il se dirigea vers la forteresse et traversa l'épaisse porte. Tout le monde est choqué alors qu'il sourit simplement de satisfaction. L'attaque n'a pas seulement détruit l'entrée, mais elle a également détruit les couches intérieures du domaine. Voyant cela, ils ont applaudi et ri de joie. Confirmant que tout le monde était prêt, ils se mirent à charger. Répondant à l'attaque, les chevaliers se rassemblent et entendent le son des cris de guerre qui approchent. Ils aperçoivent les villageois armés, formant à peine un groupe de 10. Le capitaine leur dit de ne pas paniquer et de sécuriser l'entrée pour bloquer les éventuels intrus. Compte tenu de leur nombre, les gérer ne devraient pas poser de problème. Un grand homme couvert d'une épaisse armure s'avança, mais fut repoussé d'un seul coup de Haru. Les unités à longue portée et l'infanterie lourde seront trop lourdes pour les simples villageois, alors il se déplace rapidement pour éliminer les archers et les combattants. Grâce à cela, son peuple est libre de s'occuper des chevaliers les plus faibles en brandissant collectivement leurs lances comme ils le faisaient. Cela dure un certain temps et tous les habitants du domaine sont bientôt rassemblés et liés. Comme prévu, Marco était là, ligoté avec un air renfrogné. Il les maudit tous, promettant qu'ils ne s'en tireront pas comme ça. Pointant leurs lances avec colère, les villageois disent qu'il a détruit leur maison et a refusé de suivre ses ordres. Le seigneur détourne le regard avec dédain, disant qu'il n'a rien à dire aux roturiers comme eux. Cela les rend encore plus enragés, et ils rapprochent leurs lames tout en grommelant de frustration. Après, il demande à Haru ce qu'il a l'intention de faire maintenant.
Alors ils repensent à la dernière fois qu'ils ont capturé et traité avec le Seigneur. Au bout d'un moment, il détache les liens de l'homme et dit qu'il le libérera. Cela suscite une réaction surprise de la part de tout le monde, tandis que la déesse se contente de sourire face à ces actions imprévisibles. Bien qu'il ait été relâché, Marco lança un regard noir avec indignation. Il remet en question les intentions du chef, mais Haru l'interrompt, répétant ce qu'il a dit et ajoutant même qu'il ne demandera aucune rançon. Invité à partir, le seigneur serre les dents et s'oppose à l'idée que quelqu'un comme lui ne vaut même pas une rançon. Le chef le confirme avec désinvolture, affirmant qu'il ne vaut rien du tout. Comment un homme incompétent, protégé par une forteresse et ses chevaliers, peut-il être capturé 2 fois par un petit groupe de villageois? Furieux mais sans choix, Marco part avec ses soldats en promettant de se venger tôt ou tard. Pendant ce temps, les villageois s'inquiètent de sa décision, mais Haru dit qu'ils ont toujours le contrôle. Après tout, le seigneur s'est enfui en direction de la forteresse la plus proche où ils attaqueront ensuite. Plus ils exigent une rançon élevée, plus ils s'attribuent de la valeur. A l'inverse, ne même pas être jugés dignes d'une rançon laisserait leur fierté et leur réputation en lambeaux. D'après la carte, il y a 7 domaines et il n'en reste plus que 6. En attaquant leur maison, ils détruiront tout ce qui reste et écraseront complètement le seigneur tyrannique. Après l'attaque, April se demande ce qu'ils vont faire ensuite. On lui dit qu'ils vont simplement déménager dans le domaine suivant, elle dit que ce n'est pas la question et se demande quel est l'état de leur île de la victoire complète. Haru veut pousser l'autorité du seigneur jusqu'à ses limites en ruinant petit à petit sa réputation et son statut. Heureusement, la déesse comprend déjà qu'il aura besoin que les villageois coopèrent à ses plans. Comme indiqué, ils ont frappé la forteresse suivante et ont franchi sa porte, tout comme ils l'ont fait avec la première. Excusant son entrée grossière et importune, le chef entra et Marco cassa ses jumelles de pure frustration. L'ennemi principal n'était qu'une seule personne, mais même avec 2 fois plus de soldats, il ne pouvait toujours pas gagner. Il ordonne à son majordome de capturer Haru d'une manière ou d'une autre et lui lance un regard mortel pour faire taire toute objection. Le domaine était gardé par leurs troupes régulières, comptant environ 300 personnes. Cela dit, le résultat devrait être différent. Malheureusement pour lui, les villageois et leurs chefs se précipitaient à travers les murs, exactement comme ils l'avaient fait quelques instants plus tôt. Le voyant écraser 300 chevaliers, Marco se prépare à s'enfuir vers le manoir le plus proche avec l'intention d'utiliser ses soldats pour gagner du temps. Le seigneur et ses escortes sortent en courant par la porte arrière, déterminés à s'échapper. On dit à quelques majordomes de rester sur place et de tendre une embuscade aux intrus ou de rester plus longtemps. Il sait qu'ils courront également vers le domaine suivant et s'attend à ce qu'ils tombent facilement dans le piège d'une attaque surprise. Cependant, c'est lui qui tombe cette fois dans une embuscade et leur chemin est bloqué par des villageois armés. Comme dans une scène antérieure, Marco et ses hommes étaient attachés et au sol. Haru le salue avec désinvolture, amusé qu'il se retrouve. La différence maintenant, c'est qu'il demande aux villageois ce qu'ils veulent faire de leur ennemi. Le seigneur est incrédule, mais on lui dit que ce n'est que justice puisque ce sont eux qui l'ont capturé. Quoi qu'il en soit, il ne veut pas accepter que les roturiers décident de son sort. Haru soutient que quelqu'un qui est si facilement capturé perd progressivement sa valeur. Il demande l'avis de son peuple et il partage des regards perplexes et maladroits. Jusqu'à ce qu'Ito voit le chef leur faire un clin d'œil. Ayant reçu le signal, le jeune homme joue le jeu et propose de laisser partir un homme aussi insignifiant. Les autres ne l'ont toujours pas compris et lui demandent ce qu'il fait, mais l'intention devient claire lorsque Marco explose de honte et de colère. Maintenant qu'ils ont compris, ils s'accordent tous sur la conclusion selon laquelle les proies faciles à attraper ne valent de toute façon rien. Lâché prise une fois de plus, le seigneur courut vers son prochain domaine, jurant et fulminant. Dès son départ, Haru s'excuse auprès des villageois, sachant que tout le monde a travaillé dur pour le capturer. Heureusement, cela ne leur pose aucun problème et sont satisfaits de l'avoir autant humilié. En avançant, ils vont envahir encore et voir le visage frustré du seigneur à plusieurs reprises. Comme prévu, ils se rincent et recommencent, conquérant la forteresse et laissant Marco partir comme une cible sans valeur. Après la chute du dernier domaine, le souverain est en lambeaux, mais il conserve toujours son orgueil ardent. Ne s'attendant pas à ce qu'il tienne aussi longtemps, Haru se demanda quoi faire. Comme il ne veut toujours pas s'effondrer après tant d'épreuves, le chef décide de mettre un terme à cette journée et exige une rançon de 1000 milles de cellules. Marco est finalement satisfait, estimant que c'est un montant décent pour quelqu'un de son poste. Cependant, il y avait une condition supplémentaire, l'annulation complète du contrat avec son village. En d'autres termes, il déclarait leur indépendance de sa seigneurie.
Il ne voyait même pas la nécessité d'expliquer pourquoi il cherchait à s'affranchir de son règne. Après tout, il a violé leur contrat et exploité continuellement les citoyens. Voyant l'expression hésitante de Marco, Haru joue intelligemment et dit qu'il fait simplement des demandes qui sont à la hauteur de sa valeur. Convaincu qu'il n'a rien à redire, le seigneur accepte froidement, affirmant que l'indépendance d'un petit village n'a de toute façon aucun sens. Cela dit, on lui rappelle que ce petit village l'a battu à plusieurs reprises. Sur ce point, les revendications finales sont 1000 milles de cellules, l'indépendance et un pacte de non-agression d'une durée d'1 an. En le lisant, Marco est invité à le signer comme il le faisait auparavant. Pendant ce temps, les villageois remettent en question le but du contrat, pensant qu'il va simplement attaquer à nouveau. Le chef est certain que cela n'arrivera pas, car il souhaite probablement également l'accord. La rançon préservera leur fierté, l'indépendance les débarrassera d'un village gênant et un pacte de non-agression les sauvera également des dégâts et des troubles causés par la destruction de leurs 7 domaines. Tout bien considéré, l'accord présentait des conditions fantastiques pour leur côté. Ils ont obtenu leur indépendance. Alors, les villageois applaudissent et décident de faire la fête une fois de retour chez eux. April souriait après avoir pleinement apprécié le spectacle cette fois-ci, comme toujours. Elle a hâte qu'il planifie à nouveau et est ravie de voir tout se dérouler naturellement depuis les sièges du premier rang. Cela ressemble plus à un siège VIP pour elle, mais tant qu'il divertit la déesse, les bénédictions pourraient continuer à lui parvenir, ce qui est finalement le meilleur pour le village. Quelques jours plus tard, Haru termine sa visite dans une autre ville. C'est le 3e et il a confirmé que la nouvelle de l'humiliation du seigneur se répandait. D'autres domaines sont probablement également liés par des contrats magiques. Marco, en tant que seigneur faible, ne gouvernait probablement aucun sujet loyal. Et maintenant, son influence diminuait encore plus. Bientôt, ils seront à la recherche d'un nouveau dirigeant, ce que le seigneur actuel était probablement trop naïf pour voir. Lorsqu'il se rendra compte du fait, son expression sera inestimable, alors Haru encourage April à le regarder personnellement. Cela dit, elle trouve la vie de cet homme complètement insignifiante par rapport à celle de son partenaire personnel. Ils poursuivaient leur conversation lorsqu'un villageois s'approcha d'urgence. Il souffla et haleta, disant qu'il y avait une urgence. L'idée d'une attaque de Marco lui traverse l'esprit, mais en réalité, c'est juste que le chef de Light Village est venu lui rendre visite. À la grande surprise de Haru, on lui dit que le vieil homme est venu offrir la main de sa fille en mariage. April rit de cette évolution amusante. Ils se précipitent vers leurs frontières et remercient le petit groupe de villageois d'avoir attendu. Ils échangent des plaisanteries et l'autre chef se présente comme étant Lloyd. Faisant signe à la femme derrière lui, il présente sa fille, Mina. Elle le salue à contre-cœur, incapable même de croiser son regard ou de sourire. En lui disant d'être plus poli, il devient clair qu'il s'agit d'un mariage politique. Tout bien considéré, c'était une femme plutôt jolie, même si elle ne semble pas ravie à l'idée de se marier. Son attitude indique qu'elle est une fille choyée et déteste naturellement l'idée d'être renvoyée. Elle serait plus jolie si elle arrêtait de faire la moue, ce qui est compréhensible compte tenu de sa situation. Ensuite, ils se réunissent à l'intérieur et discutent de la formation d'une alliance selon des conditions définies. Encore une fois, Lloyd propose sa fille comme épouse pour finaliser l'accord, mais Haru en rit maladroitement. Pour l'instant, ils prennent du thé pour détendre l'ambiance. Les visiteurs sont surpris de pouvoir bénéficier d'un tel luxe qui semble venir de Kimon lui-même. Mina exprime franchement son dégoût, disant que c'était trop amer. Elle avait entendu dire que le chef était une personne extraordinaire, mais c'était un homme maigre comme les autres. Lloyd la gronde et s'excuse de toute urgence, mais elle continue, remettant en question ses exploits et se vantant même du fait que son village est plus grand que le sien. En l'entendant rabaisser leur maison, Ito commence à se sentir offensé. Mais Haru soupire simplement en laissant entendre qu'il n'est pas assez bien pour elle. S'impliquant elle-même, April suggère de se montrer un peu et propose d'aider à prouver que la femme hautaine a tort. Haru veut revenir sur les termes de l'alliance, mais les yeux d'April sont aveuglés par l'excitation. Il lui offrait régulièrement de la nourriture et une épouse, elle ne voyait donc pas la nécessité d'être aussi prudente. Après tout, la prospérité du village dépend de sa prospérité. C'est vraiment favorable pour eux, mais c'est seulement lorsqu'ils y pensent de leur point de vue. Les autres villes cherchent une alliance après avoir appris la chute du seigneur. Cela dit, ce qu'ils souhaitent en réalité, c'est une protection en leur nom et former de tels partenariats signifie donc placer un autre domaine sous leur responsabilité. Compte tenu de tout cela, les conditions ne sont pas très favorables, il doit donc encore négocier d'une manière ou d'une autre. Avec une meilleure compréhension, April suggère de remettre Mina à sa place en premier pour s'attaquer à la racine du problème. Avec son approbation hésitante, ils mettent le plan à exécution. Un claquement de doigts fait gronder le tonnerre à l'extérieur de la pièce.
À ce moment-là, quelqu'un est entré d'urgence et a dit au chef de regarder dehors. Le ciel avait changé tout d'un coup et il pouvait voir le soleil se couvrir lentement. Haru calme tout le monde en disant que ce n'est qu'une éclipse solaire, même si ce n'est pas le bon moment pour une éclipse solaire. April était évidemment derrière cela, mais comment cela était-il censé résoudre le problème exactement? Cela devient plus clair lorsqu'une autre silhouette obscurcit le soleil de l'autre côté. N'ayant jamais entendu parler d'un tel événement, les gens commencent à paniquer. Un vieil homme l'attribue alors à la déesse protégeant le village. Lloyd semble être d'accord, rappelant à quel point l'ancien chef était profondément dévoué aux droits religieux. Il parle ensuite de Haru et de la façon dont il prétendait pouvoir voir la divinité lui-même. April dit de lui laisser la touche finale et disparaît soudainement du côté de son partenaire. À ce moment-là, un faisceau de lumière brillant jaillit vers le ciel et provenait de l'endroit où la statue était placée. Ils se rendent sur place et attendent la conclusion du chef. Une voix dit à Haru que sa force réside dans sa capacité à parler avec le divin. Dans ce cas, il ne peut faire qu'une seule chose que personne d'autre ne peut faire. Comprenant, il annonce qu'il s'agissait d'un message divin des dieux. Il raconte qu'ils ne sont pas contents. Ito ajoute, accusant Mina d'avoir rabaissé le chef qui est directement connecté à la divinité. Se demandant ce qu'ils peuvent faire pour se repentir, on leur demande de reconsidérer les termes de l'alliance. Les dieux souhaitent voir leur sincérité et prouver qu'ils méritent leur protection. Compréhensifs, ils promettent de le faire immédiatement. Alors Haru se retourne vers la statue, transmettant la conclusion et appelant à la patience. Dès qu'il dit cela, une lumière vive clignote, chassant l'obscurité du ciel comme si de rien n'était. Cela prouve la connexion divine du chef, et il n'en manque même pas une miette en affirmant que les divinités leur ont accordé du temps. Alors que Mina était encore secouée, les visiteurs se sont repris et ont promis de revenir avec des termes qui traduiraient leur sincérité. Les choses se sont plutôt bien passées, principalement grâce à l'intervention divine d'April. Grâce à cela, les négociations avec les autres villages devraient également se dérouler sans problème, car ils doivent également avoir assisté à l'éclipse solaire peu orthodoxe. En plus de cela, la nouvelle de ses pouvoirs se répandra parmi les habitants de Lloyd, construisant ainsi sa réputation. Une fois que tout cela se produira, d'autres proposeront des conditions extraordinaires pour conclure une alliance avec eux. La prospérité du village semble pratiquement garantie. Passons au numéro suivant, April claque des doigts, ce qui fait que Haru sent quelque chose remuer dans ses fesses. Choqué par ce mouvement soudain, son visage devient rouge d'embarras et de perplexité. Encore une fois, elle dit que la prospérité du village dépend également de sa prospérité. Haru se couvre avec son manteau, ne voulant pas que quiconque le voie. S'excusant, il trouve une excuse et s'enfuit pour être seul. Il se dispute avec April, qui se moque de manière ludique de sa réaction à sa blague. Les désirs masculins ne l'attirent pas vraiment, et il ne veut même pas porter un pouvoir qu'il a du mal à contrôler. La divinité est d'accord avec cela, se rappelant comment il évitait d'utiliser des poutres lors de ses raids sur les domaines, et choisissait souvent d'utiliser des lances ou des combats au corps à corps. Avoir du pouvoir, c'est bien, mais il l'apprécierait davantage s'il recevait quelque chose de plus facile à contrôler. Bien qu'elle comprenne ce qu'il dit, April fait la moue et refuse catégoriquement. Après tout, les retours et les échanges ne sont pas acceptés dans son partenariat. Blague à part, une personne ordinaire utiliserait des pouvoirs aussi immenses pour ses désirs égoïstes. Il n'est pas comme ces gens et évite même d'utiliser des choses qu'il sait qu'il ne peut pas contrôler. C'est précisément pour cela qu'elle l'apprécie depuis peu et c'est plutôt un défi qu'il s'est imposé. En rougissant, il soupire et accepte qu'il n'a pas le choix quant à son pouvoir. En tant que tel, il devra simplement continuer à innover sur les façons de l'utiliser, puisqu'elle semble aimer les choses de cette façon aussi. Les deux partenaires parviennent à un accord. Les jours passent et les choses se passent comme prévu. Haru était assis sur sa chaise, écoutant les chefs des autres villages essayer de faire appel à lui. Sous la direction de Lloyd, il s'agenouille et baisse la tête vers le sol, jurant fidélité au jeune homme. Il semble que la double éclipse solaire ait trop bien fonctionné. Il demande d'abord à chacun de relever la tête. Parler au nom des dieux est une affaire grave, mais tant qu'ils mèneront une vie paisible, il leur assure qu'ils seront à l'abri du châtiment divin. Cela dit, ils baissent la tête et jurent à nouveau fidélité, visiblement intimidés. Haru passe ensuite à parler des termes des alliances. Les chefs offrent alors leur fille, se vantant même de leur grandeur par rapport aux autres. C'était une situation difficile, car épouser l'un mais pas l'autre créerait des hiérarchies inutiles. Les marier tous créerait des problèmes similaires et changerait radicalement les relations en général. Il laisse le sujet des mariages politiques pour une autre fois, au grand désarroi des hommes. Pour l'instant, il prend des morceaux de tissu à Ito et en tend un à chaque chef. Il s'agit d'un drapeau japonais, peu familier pour eux, mais considéré comme l'étendard de leur alliance.
On leur demande de l'afficher bien en vue afin qu'il soit visible même de l'extérieur de leur village. En y regardant de plus près, il suffit de leur faire deviner que l'emblème appartient à la coupe glacée. C'est aussi la manière de Haru de dire que leur soleil et leur partenariat ne faiblissent jamais. Ils interprètent mal cela et se souviennent de l'éclipse, ce qui amène les chefs à accepter l'instruction en urgence. Après un certain temps de discussion, ils finalisent les conditions et rentrent chez eux. Comme à son habitude, le jeune homme se montrait amusant auprès d'April. Aucun autre habitant du monde n'a jamais apporté son drapeau, mais les circonstances étaient tout simplement trop compatibles pour les laisser passer. Avec cela, il a planté le drapeau de son pays dans un monde différent et a jeté les bases d'une nouvelle nation. Le drapeau est peut-être le même, mais c'est un monde différent, et il veillera à ce que les sacrifices de personnes ne servent de fondement. Il veut créer une nation où son peuple peut profiter de la vie et être fier d'appartenir à cette nation. Puisqu'il veut que personne ne pense que leur maison est condamnée, il devra d'abord organiser beaucoup de choses, mais il est certain qu'il y parviendra un jour. Ses expériences passées peuvent être utilisées comme leçon, et même s'il commencera par son village, il passera aux villes alliées, puis s'étendra davantage. Pourtant, rejeter les fils de tout le monde, même s'il avait quelqu'un qu'il aimait, est assez rare. Même s'il souhaite éviter les aspects politiques, Haru n'était tout simplement pas enclin à leur prendre la main. Elle le traite de pointilleux, pour quelqu'un qui a peu ou pas d'expérience romantique. Utilisant ses pouvoirs, elle lit dans son cœur, et pour voir ce qu'il ressent vraiment à l'intérieur, elle comprend rapidement. Il ne s'en rend peut-être pas compte puisque c'est sa pensée subconsciente, mais il y a une vraie raison pour laquelle il ne veut pas épouser les filles. Il a peur de demander, mais ne veut pas rester dans le noir. Apparemment, son subconscient lui dit qu'il ne s'intéresse pas aux autres parce que la déesse est plus séduisante. Il est choqué d'entendre pourquoi il ne peut pas se laisser tenter par les autres. Haru en doute au début, mais elle n'a aucune raison de mentir et il n'a aucun moyen de contre-vérifier son subconscient. En la regardant, il se demande s'il est possible qu'il soit réellement amoureux d'un dieu. April le réfute catégoriquement. Elle ne parle pas de sentiments aussi superficiels. Cela dit, elle confirme qu'il ressent vraiment une version de l'amour pour elle, qu'elle ne déteste pas particulièrement non plus. Il rougit de surprise, poussant plus loin. Elle promet de l'accompagner jusqu'à ce que la mort les sépare, même si elle avait déjà prévu de le faire. Pour rendre cela officiel et être celui qui marche aux côtés du dieu, April dit à Haru d'être un sacrifice pour le cercle. Le drapeau du Japon flottait bien dans les airs et Haru faisait nonchalamment sa tournée dans le village, souriant en saluant tout le monde pour le bonjour. Surveillant leur récolte dans les magasins, le chef prend vraiment le temps d'interagir avec ces gens. Au bout d'un moment, il s'arrête net et reçoit un regard troublé. Considéré comme une offrande, il a refusé d'être mangé par une bête gardienne comme la dernière fois, mais April a juste vaguement dit qu'elle le lui ferait savoir bientôt. En tant que celui qui accomplit la volonté des dieux, il a pour instruction de faire quelque chose d'utile pour les villageois pour le moment et d'attendre en silence tout ce qu'elle a prévu. En se promenant, les cultures luxuriantes et l'ambiance paisible ne vieillissent jamais. Saluant un groupe d'agriculteurs, il remarque leurs expressions inquiètes et demande ce qui ne va pas. Ce n'est pas énorme, mais le village est devenu beaucoup plus prospère grâce à ses efforts. Ne voulant pas trop compter sur lui, ils essayent à nouveau de cultiver, mais le sol ne coopère pas. Haru pleure presque, appréciant leurs sentiments et leur prévenance. Il propose immédiatement son aide, même si cela va à l'encontre du but recherché. Ils ont déjà essayé d'utiliser des engrais de base fabriqués à partir de déchets, et l'utilisation de produits de haute qualité serait tout simplement inefficace en termes de coût. April dit qu'il s'inquiète trop et la provocation le fait argumenter à haute voix. Voyant cela, il se demande s'il a reçu une révélation divine et maintenant il est piégé et contraint de donner des conseils. Leurs yeux rayonnent de joie et d'attente. Haru demande ce qu'elle voulait dire par trop s'inquiéter, alors la déesse donne en effet des conseils divins. Au bout d'un moment, ils travaillent ensemble pour creuser un trou et créer une structure en bois. Ensuite, ils doivent alterner paille et fumier. S'ils le font correctement, ils devraient avoir un engrais puissant après quelques mois. Les agriculteurs sont confus, car ce n'est pas si différent de ce qu'ils font habituellement. Ils dissipent tous leurs doutes, en l'attribuant simplement à la volonté des dieux. Plus tard, il revient sur les détails de ce qu'il sait avec April, et demande pourquoi sa méthode est ses meilleures. Il est ravi qu'elle propose réellement son intervention divine, mais la déesse corrige le malentendu et dit qu'elle vient de fouiller dans son ancien souvenir, où il regardait quelque chose à la télévision. Cela dit, elle connaît aussi les types de filles qu'il aime regarder. Revenant au sujet des copains, elle commence à parler de leur marquage. Lorsque leur conversation est interrompue par un villageois haletant, il dit que Kimon était là pour le voir. Le commerçant était bien là et il s'excuse pour cette visite inopinée. Cela ne leur dérange pas, ils se retrouvent en plein air comme à leur habitude.
le sujet semblant confidentiel. Il pose ensuite des questions sur les 7 péchés capitaux. Le marchand perspicace note comment Haru parle des révélations divines et demande s'il existe un moyen pour lui de le prouver. Hypothétiquement, il serait acceptable d'anticiper l'éclipse et d'en profiter, mais lorsqu'il s'agit de seigneurs et de supérieurs, il est préférable de jouer les choses avec astuce. S'ils exigent une preuve de sa révélation et qu'il n'est pas en mesure de la fournir, les choses pourraient devenir dangereuses. April sourit en entendant cela et dit que ce doit être le bon moment. D'un claquement de doigts, le corps de Haru commença à briller et à flotter. Les yeux de Kimon s'ouvrirent grands sous le choc, regardant les inscriptions dorées commencer à marquer le corps du chef. Il le reconnaît comme une offrande divine. Le regard étonné, le marchand dit qu'il est vraiment autre chose. Avec cela, non seulement il a plus de légitimité que n'importe quel seigneur, mais il pourrait même être en mesure de défier l'empereur lui-même. Les inscriptions s'estompent et Haru se tourne vers April pour une explication. Une offrande est une marque divine, indiquant quelqu'un choisi comme partenaire éternel d'un dieu. Plusieurs décennies passèrent et Haru se promenait dans la forêt comme d'habitude. April, toujours à ses côtés, suggère qu'il faut l'enterrer profondément. Il est convaincu que ce n'est pas le cas, car elle appréciait les choses. Elle s'ennuierait beaucoup plus si c'était le cas, mais elle était là, impatiente de voir comment il allait agir. Le chef était beaucoup plus âgé maintenant, mais il était toujours aussi vif. Aucune astuce n'était nécessaire, car il connaissait simplement sa seule faiblesse, à savoir sa facilité de lecture. En d'autres termes, c'est quelqu'un qui connaît la seule faiblesse de Dieu. Leur conversation légère est interrompue lorsque le sol tremble soudainement violemment. Ce n'était pas un simple tremblement de terre, mais une bête gardienne émergeant des profondeurs de la terre. Il rugit et émergea, mais Haru sourit simplement alors qu'il localisait enfin la cible. En sautant en hauteur, il obtient une bonne vue de l'être énorme. C'était une bête de terrain de première classe qui causait des problèmes aux habitants. Sur ce, il joint ses paumes et se prépare à résoudre le problème. En s'excusant, les inscriptions d'offrande apparaissent sur son corps et il tire un rayon de magie puissant mais contrôlé sur le monstre. Consommée par la lumière, elle est complètement éliminée et la seule trace de sa présence est la nudité de la forêt. Une fois cela réglé, il se dirige vers une autre ville suffisamment grande pour gérer son propre commerce. Il lève un drapeau du Japon, intronisant officiellement le territoire dans leur nation nippone qui tombe sous la protection de la déesse. Le seigneur soupira de soulagement, le remerciant de les avoir acceptés et même d'avoir pris soin de la bête gardienne. Haru promet d'envoyer des fournitures et de la main-d'œuvre de leur côté qu'ils pourront utiliser pour reconstruire. Avec une dernière chose, il active et montre à nouveau les marques dorées. En voyant les inscriptions divines, les nouveaux membres se réjouissent en disant qu'ils ont obtenu l'autorisation de partir en pèlerinage. En tant que tel, le seigneur actuel et tous ceux de 60 ans et plus doivent suivre la doctrine et sélectionner le prochain seigneur. Le voyage sera long et difficile, mais la déesse embrassera la foi de ceux qui endurent. Ces parties de la nation soutiendront le territoire pendant leur absence afin qu'elles puissent dormir tranquilles. Ainsi, les personnes âgées poursuivent leur pèlerinage. April salue sa persuasion qui cache l'objectif d'écarter les personnes âgées et de donner aux jeunes une chance d'accéder au leadership. Le monde est une question de hiérarchie et sans son intervention, les jeunes et les faibles sont exploités et doivent donc éduquer les dirigeants. Heureusement, le monde était aussi très religieux, de sorte que même les puissants lui obéissaient sans poser de questions. Elle se moque ensuite de son discours sur le pèlerinage difficile, sachant que les routes sont pavées et débarrassées des monstres. La Terre Sainte est essentiellement un centre scolaire et d'infrastructures. Apprendre est amusant à mesure que l'on vieillit et la foi en la déesse commence par la connaissance. En fait, Marco s'est si bien réhabilité qu'il est devenu un conférencier de confiance pour la nation. Cela dit, cela ne fonctionne que parce qu'il y a une véritable déesse qui soutient tout ce qu'il dit. April sourit et le traite de païen pour avoir osé utiliser un dieu de cette façon. Comme mentionné précédemment, c'est le moment pour les jeunes de briller. Haru dit cela avec une posture calme, ce qui lui vaut une autre moquerie de la part de la divinité. Poursuivant sa vie, il bat des monstres et construit sa nation en s'assurant qu'ils prospèrent tous sous sa direction et avec leur foi en Avril. Il parvient à unifier la majeure partie du territoire. Un jour, Kimon rend son dernier souffle et quitte le monde. Les larmes coulent et les amis pleurent le commerçant qui s'est toujours comporté avec loyauté et dignité. Plus tard, l'heure de Haru arrive également. Il ouvre les yeux et trouve son cher partenaire au-dessus de lui. Maigre et creusé, il dit que ses yeux étaient plus clairs que d'habitude ce jour-là. Alors qu'April restait à ses côtés, il lui demanda s'il allait bientôt mourir. Informé qu'il lui restait moins d'une heure, le vieil homme ferma les yeux en signe d'acceptation. Pour une dernière fois, elle lit dans ses pensées et ils se chamaillent au
comme au bon vieux temps. Ses derniers instants approchaient et la déesse continuait de se moquer de lui avec un sourire. Comme deux vieux amis, ils restent l'un à côté de l'autre, alors que Haru se souvient de la vie longue et mouvementée qu'il a vécue. Il était temps de laisser les choses aux jeunes et de laisser partir les vieux soldats sans regret. Ses derniers souffles approchaient, mais avant d'en arriver là, April dit qu'elle aimerait tenir une dernière promesse. Avec un sourire narquois, elle lui demande s'il veut enfin abandonner. L'accord qu'ils ont conclu lors de leur première rencontre lui vient à l'esprit. Elle attend sa réponse et il sourit de satisfaction, se réjouissant d'avoir battu un dieu et vécu la meilleure vie de tous les temps. À ce titre, il la remercie. Lorsqu'on lui demande s'il n'a aucun regret, il le confirme, mais souhaite silencieusement qu'ils passent plus de temps tranquilles ensemble. Ses yeux se ferment lentement avec la dernière pensée de son seul regret dans la vie. Les choses s'assombrissent, mais ses oreilles claires entendent April le grondant d'avoir encore des regrets malgré avoir battu un dieu. Ses yeux s'ouvrirent à nouveau et il vit clairement la divinité, comme si elle venait de claquer des doigts. Se levant brusquement de son lit avec une vigueur renouvelée, il se rend compte qu'un énorme changement s'est produit. Haru sautait et court vers le miroir, où il confirme qu'il est aussi jeune qu'il l'était lorsqu'il est venu au monde pour la première fois. Puisqu'un dieu perdant face à un humain était aussi honteux qu'un dieu forçant un humain à perdre, elle a décidé qu'il prolongerait simplement leur défi. Il était encore sous le choc et incrédule lorsqu'une silhouette familière entra dans la pièce pour constater son état. C'était Ito, beaucoup plus âgé et perplexe de voir son maître identique à sa jeunesse. Haru le salue maladroitement. C'était un miracle, surtout pour quelqu'un dont tout le monde s'attendait à ce qu'il meure bientôt. Appelant cela un miracle des dieux, il court pour faire une annonce. April le félicite, déclarant qu'il a reçu le don de l'immortalité. Cela dit, il a longtemps dirigé la nation malgré son apparence jeune, il décide donc de le transmettre aux jeunes. À ce moment-là, 3 autres hommes apparaissent à l'entrée. Kura était là, désireux d'apprendre le plus possible de lui. Marco était également là, et même si leurs souvenirs ne sont pas les meilleurs, il est assez fidèle pour aller jusqu'au bout. Ito était également ravi de pouvoir servir à nouveau sous ses ordres, mais Haru insiste sur le fait qu'ils ont tous pris leur retraite et devraient le rester pour maintenir le système qu'ils ont créé. Une dispute commence à éclater, mais April pose simplement sa main sur son épaule et lui dit de faire de son mieux pour relever le défi prolongé. Juste comme ça, il est obligé de régner une fois de plus.